Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Doigts dans la prise, votre podcast préféré autour de la voiture électrique, de la voiture autonome et de toutes les sornettes qui se racontent sur le sujet, l'un des très rares podcasts automobiles qui ne met toujours pas de super samplon dans ses cornflakes du matin. Ravi de vous retrouver une fois de plus, je suis Cédric Allan. Au sommaire de ce numéro, des chiffres de vente en hausse pour les voitures électriques dans le monde entier. Plus de 10 millions se sont vendus à ce jour depuis le début de l'année. Mais dans le classement des pays leaders de l'électrique, la France n'est plus dans le peloton des meilleurs élèves. Également au sommaire, beaucoup de nouveautés du côté des constructeurs avec chez Tesla un modèle Y, leur modèle Star, mais rallongé pour accueillir 6 ou 7 places à l'intérieur. Reste en fait à savoir s'il sortira au-delà du marché chinois. Tesla, dont on le savait, l'image de marque avait souffert des engagements politiques de son patron Elon Musk. Une étude vient aujourd'hui nous dire exactement à quel point. On évoquera aussi toutes sortes de nouveautés annoncées ou dévoilées en Chine. Bah oui, devenu l'épicentre du marché de l'électrique. Ce mois-ci, c'est Xiaomi. Oui, le Xiaomi que vous connaissiez mieux pour ses smartphones qui dévoile un impressionnant crossover sportif attendu chez nous en 2027. Ils sont forts ces Chinois. Pour évoquer ensemble toutes ces actualités, mon ami Didier Pulicani de Mac Forever. Salut Didier. Mais salut Cédric, ça fait plaisir de se retrouver, dis donc. Ben oui, tu n'es pas venu à l'événement Tesla du mois de juin, tu m'as manqué, même si on s'est beaucoup amusé. Tes vacances se sont bien passées? Bah oui, du coup j'ai eu des grosses vacances, tu vois, c'est pour ça que je suis pas venu, mais j'ai bien profité. Des grosses vacances Bah oui, il faut bien, hein. Je suis parti un petit peu à la mer. Cette année en plus il faisait chaud, il faisait assez beau. T'as remarqué toi aussi. Et je suis assez en forme pour la rentrée, je t'avoue, parce qu'il y a pas mal d'actu en plus. Hein. Ah oui, non, ça ne manque pas. Je voyais un papier du Monde aujourd'hui. Ils sont passés à côté de jeux de mots tellement faciles. Le papier, c'était la voiture électrique, une charge mentale pour les vacanciers ou pour les automobilistes sur la route des vacances. Ils sont pas arrivés à ne pas faire de jeux de mots sur le mot charge. C'était quand même, à mon avis, je sais pas, quelqu'un est repassé derrière en disant non, vous n'avez pas le droit. Ici, c'est le Monde. On n'est pas chez Libé. Et donc, ils font un papier expliquant que, mais ça, c'est des choses qu'on savait de manière un peu empirique, que l'un des premiers obstacles sur ta route, quand tu découvres la voiture électrique, bah, c'est la recharge sur les grands trajets. Pas le fait que la recharge existe, parce que, et d'ailleurs, ils le reconnaissent bien, la peur de la panne sèche, elle existe plus vraiment. C'est une chose que tu rappelles à peu près à chaque fois qu'on se parle d'ailleurs, c'est la complication de je suis sur quel réseau de borne, est-ce que j'ai la bonne carte, le truc, est-ce que je peux payer en CB, pas en CB, ça marche. Non, faut le QR code. Télécharger l'application, flûte, il n'y a pas de 5G, etc., etc. C'est toujours vrai, en fait. En fait, c'est plus ou moins vrai. Déjà, ça dépend si tu as une Tesla ou si tu n'as pas de Tesla. Parce que les Tesla, ça fait longtemps où tu arrives sur le superchargeur et ça marche d'un coup, à condition d'aller chez Tesla, évidemment. Et il y a quand même un truc que je remarque, moi, j'ai remarqué vraiment ces derniers mois. C'est-à-dire que tu commences à avoir beaucoup de gens qui ont des voitures électriques qui sont complètement novices. Des fois, c'est même des voitures de société. Et ils sont lâchés dans la nature par leur concessionnaire, par leur employeur, sans carte de charge, sans rien du tout. Et tu sais qu'il y a une techno qui existe depuis 1 an ou 2 qui s'appelle le plug and charge et qui permet en fait tout simplement de plus badger. Donc tu branches ta voiture et puis elle est reconnue comme chez Tesla et ça marche quasiment chez tous les opérateurs, hein, Ionity, Electra, etc. Sauf que pour ça, il faut quand même configurer ta voiture. Donc il faut aller dans ton compte Volkswagen, Audi, machin. Et la plupart des voitures maintenant, elles prennent ça en charge. Mais les gens ne sont même pas au courant des fois que ça existe. Quand je vais les voir, ils savent même pas qu'ils ont des réductions chez Ionity, chez Kia par exemple. Et en fait, moi ce que je pense, c'est que le vrai problème, c'est surtout les gens qui te vendent ta voiture. C'est un peu comme si on te disait tiens, elle marche à l'essence. Débrouille-toi, tu vois, on te dit pas s'il faut mettre du diesel, du sans-plomb et les premières fois c'est galère, mais je pense que les gens sont pas idiots et que malgré tout, les 3-4 premières fois, ils ont compris que sans carte de charge, sans rien, c'est un petit peu la galère et puis après ils apprennent. Il y a quand même un truc qui me gêne moi, c'est que aujourd'hui on devrait pouvoir payer par carte de crédit sur toutes les bornes sans contact et ça aujourd'hui ça marche pas très bien. Non, c'est assez fou d'ailleurs. Alors ça existe, hein. Il y a plein de bornes sur lesquelles ça fonctionne, mais c'est compliqué de le savoir à l'avance. Il y a des bornes où ça marche plus ou moins bien. Ça dépend aussi de la santé de ta carte de crédit. Donc c'est vrai que ça a un petit côté aléatoire. Moi j'ai été frappé parce que moi aussi j'ai un peu voyagé cet été, moins loin que toi quand même, moins longtemps aussi. Mais j'ai regardé le prix. Alors ayant une Tesla, tu le disais, là tu regardes d'abord les superchargeurs. C'est assez rare que tu aies besoin d'aller
chercher un chargeur tiers, ne serait-ce que pour des raisons de simplicité. Et puis parce qu'il faut le dire, les tarifs de Tesla sont très honnêtes sur le prix du kilowatt. Même très très honnête quand tu les compares à la concurrence. Je regardais des prix sur autoroute où quand même, waouh, j'ai vu des choses sur Fastned, sur etc. où il y a des choses où tu t'approches de l'euro du kilowatt. Enfin c'est c'est assez cher, du kilowattheure, pardon. Et c'est assez cher. Et alors pour autant, c'est pas un tarif unique chez Tesla. Ça varie de borne en borne. Et alors ça varie aussi avec le moment de la journée, avec évidemment des tarifs plus avantageux au moment où les bornes sont le moins occupées. Le soir, la nuit, évidemment, il y a un tarif, ça commence à baisser à 20h. Et puis alors après, 23h, minuit, c'est intéressant parce que tu as des bornes dans et autour de Paris où tu vois les gens affluer à 11h ou minuit parce que c'est un bon moment pour se recharger pas cher. Et j'ai pas fait une étude exhaustive, mais alors j'ai trouvé une borne héroïque. Elle se trouve à... ça va me revenir. Au cœur de la Bretagne, mais vraiment au cœur, hein, c'est-à-dire très loin des côtes. Et non seulement c'est le tarif le moins cher que j'ai vu, mais en plus il est 24, 17 centimes le kilowattheure sur un superchargeur. 17 centimes. Il faudra que je retrouve le nom du bled, pourtant je le connais, c'est j'irai faire un tour sur Google Maps. Vous regardez la liste des superchargeurs, vous regardez, c'est vraiment le cœur centre de la Bretagne. 17 centimes 24. Je ne sais même pas comment ils s'en sortent, en fait. Ça traduit plusieurs choses. Ça traduit le fait que, finalement, les prix spot de l'électricité ont quand même bien baissé. Et je sais pas pourquoi ils font d'ailleurs tant d'efforts, parce que même s'ils étaient allés juste un tout petit peu moins cher que la concurrence, on irait quand même, ne serait-ce que par la simplicité d'avoir ton planificateur de voyage qui te dit c'est bien, tu vas t'arrêter une fois à Rennes, une fois machin, une fois à Maubeuge, que sais-je encore, non ? Après, t'as toujours eu quand même, tu sais, même pour l'essence, ça a toujours été un peu plus cher sur autoroute parce qu'il faut payer quand même l'infrastructure, etc. Donc ça, c'est assez logique. Et c'est vrai que si tu pars 2 fois en vacances, moi j'ai vu plein de gens, ils voulaient pas s'enquiquiner à prendre des abonnements, essayer de trouver le meilleur tarif. Ils sont juste sur l'autoroute, t'es avec les enfants, tu veux aller aux toilettes, tu veux t'acheter un sandwich, tu vois. T'as pas forcément envie d'aller sortir derrière. Mais ça vaut quand même le coup de regarder les prix. Parce que tu peux quand même avoir du simple au quadruple, hein, comme tu dis, on peut avoir de 15 à quasiment 1 euro le kilowattheure. Et c'est vrai qu'en plus, moi, ce que je trouve, c'est que t'es pas très sensibilisé à ça. C'est-à-dire, la plupart des gens, ils savent même pas qu'il y a autant de différences de tarifs. Ils vont aller payer 50 centimes le kilowattheure, alors que s'ils étaient juste sortis à la sortie d'avant, ils auraient pu payer 2 fois moins cher. Mais après, c'est sûr que c'est pas du tout pareil. Si tu voyages tout le temps sur autoroute, tu vois, comme nous, des fois, on fait 20, 30 000, 40 000 kilomètres par an. Et puis, si tu prends 2 fois ta voiture électrique l'été et ça te fait ton plein, même si t'es à 1 euro, bon, 1 euro, ça commence à être cher, mais allez, on va dire 60 centimes, qui est un peu la moyenne haute. Allez, ça te fait ton plein à 20 balles, c'est pas à la mort, tu vois. Ouais, on sait de toute façon qu'il y a une espèce de surtaxe citée sur... Alors là, c'est situé sur une aire d'autoroute. Tu sais que ton plein d'essence, il va te coûter 10 euros de plus que d'habitude. Et que voilà, c'est un peu c'est la dîme, tu vois ce que je veux dire, que tu payes à la société d'autoroute. Et finalement, c'est vrai que c'était difficile à reproduire sur l'électrique avec des tarifs pas chers, avec du kilowattheure à 10-12 centimes. Un peu compliqué de rajouter 10 euros à la totale. Mais ça reste un business compliqué parce que c'est quand même de très très lourds investissements. Moi, je vois toutes les bornes qui sont en train d'ouvrir partout, des bornes rapides aussi. Je voulais signaler quand même, parce que j'ai vu plusieurs papiers là-dessus, Electra, les Français, qui au final en sont à près d'1 milliard d'euros levés pour un business qui doit faire rentrer peut-être 150 millions par an, donc c'est compliqué. Mais pourtant, je trouve qu'ils ont fait un joli geste. Hein. C'est justement à l'intention probablement des gens qui allaient prendre leurs premières vacances et faire leur premier grand trajet en voiture électrique cet été. C'est qu'ils ont offert un mois d'abonnement, parce qu'évidemment, si t'es pas abonné, t'as accès à un tarif moins intéressant. Mais si t'es abonné, t'as accès surtout à un tarif fixe de borne en borne. C'est pas tant le tarif, je suis d'accord, c'est souvent la lisibilité qui a un problème. Et là-dessus, ils ont innové de plusieurs façons. Alors d'abord, il y a le tarif, 29 centimes sur toutes les bornes, pendant un mois, ce qui permet de partir en vacances sans prendre un abonnement annuel. Et puis, il y a le design, j'ai envie de dire, de leurs bornes, tu sais, qui sont sous des espèces de portiques avec des affichages LED en haut, qui vont te dire, 1, si la borne est occupée, 2, sa puissance de charge maximum, 3, son tarif en temps réel, toutes choses qui sont
pas du tout aussi lisible pour des gens qui débutent dans l'électrique, surtout encore une fois parce que la seule référence que les gens ont en tête, c'est le thermique. Et alors, j'ai envie de dire, le seul mérite de la station-service moyenne, c'est qu'elle t'affiche le prix avant que tu t'arrêtes. Donc voilà, bon point pour Electra. Ils en sont à plus de 500, je crois 500 chargeurs ou 500 stations de recharge. Voilà, ils veulent atteindre, je crois, 2000 en 2030, mais il va falloir encore investir un peu plus. C'est vrai que il y a une vraie différence. Le vrai problème, c'est je suis d'accord, le fait de ne pas pouvoir payer avec une CB, et même que toutes les cartes de tous les réseaux de recharge permettent pas d'accéder à tous les réseaux de recharge dans des conditions. Là aussi, tu peux te retrouver, parce que là c'est encore plus fou, sur la même borne. Selon la façon dont tu vas payer, ça va te coûter du simple au double, peut-être pas du simple au triple, mais en tout cas, il y a des vraies variations, quoi. Et puis le plus fou, c'est que bon, moi par exemple, j'utilise souvent des cartes de constructeurs, c'est qu'on nous donne pour les essais auto. Ouais. Et par contre, donc si tu vas avec une carte par exemple BMW chez Electra, donc tu vas badger avec ta carte BMW, mais tu n'as aucune idée si le tarif va être plus intéressant au même prix ou si tu vas être surtaxé par rapport à même juste payer avec ta carte de crédit. Et je trouve que cette info-là, c'est incroyable qu'on l'ait pas aujourd'hui sur les bornes, qu'ils soient pas obligés de te la mettre. Tu sais, que tu puisses choisir en disant, bah, voilà, je mets ma carte, je t'affiche le tarif, est-ce que vous êtes OK ou pas pour payer? Et ça, la lisibilité, c'est quand même assez important. Mais en plus, tu le sais pas en amont. C'est-à-dire que tu peux arriver sur la borne, si c'est un peu plus cher, mais que t'as que ta carte de charge, est-ce que quand même tu vas la prendre, etc. En fait, on est vraiment encore dans une petite jungle. Et je dirais même que l'autoroute, c'est pas forcément le pire. Moi, le pire que j'ai trouvé, c'est les bornes à l'arrivée. C'est-à-dire que tu es sur ton lieu de vacances, tu veux charger. Et alors là, les bornes lentes, c'est devenu super cher, mais vraiment cher. Hein. Tu arrives à 1 € le kilowattheure pour charger des fois à 7 kilowatts. Facile. Et ça, c'est pas tant le prix du kilowatt que je te rajoute 1 € par recharge forfaitaire. Et puis, il y a surtout un prix à la minute. Et alors, lui, il peut faire très, très, très mal si tu l'as mal lu, si tu l'as pas détecté, ou justement si t'as badgé avec un truc dont tu connais pas le tarif. Oui, parce que tout à coup, c'est ça, tu vas te mettre à payer, je sais pas, 5 ou 6 € de l'heure en plus après la deuxième heure. Enfin, et encore une fois, ces conditions-là ne sont pas les mêmes selon le badge que tu utilises ou pas, ou l'application, ou le truc. Je comprends que les gens nagent un peu et que parfois il y a des très très mauvaises surprises. J'essaie d'oublier cet épisode sur les chargeurs de l'aéroport Charles de Gaulle et tout. Mais c'est qu'il y a pas longtemps à Chamonix, ils m'ont envoyé une facture de 300 balles parce qu'ils ont vu sur leur système que j'étais chargé soi-disant pendant 24 heures. Sauf qu'en fait, il a pas vu le moment où j'ai débadgé, où j'ai déconnecté la voiture. Et après, pour se faire rembourser et tout, c'est tout un micmac. Il faut arriver à prouver que t'es bien parti. Bon, en général, ça va. Mais tu vois, on a encore des trucs comme ça. Et ça arrive pas sur le thermique. Donc c'est vrai que les gens, je comprends, tu vois, la charge mentale, c'est un peu le mot à la mode, mais c'est vrai qu'elle est encore, il y a encore du boulot, quoi. C'est pas fini. Pendant ce temps-là, quand même, les affaires continuent. Je voyais, on a passé à la fin juillet le cap des 10 millions de voitures électrifiées vendues dans le monde depuis le début de l'année, depuis le début 2025. Il s'en est vendu 10,7 millions, c'est 27% de plus que l'année précédente. Alors évidemment, il y a des disparités par région. 6 millions et demi, c'est-à-dire les 2/3, ont été vendus en Chine, forcément. Il s'en est vendu 2,3 millions en Europe. Là aussi, il y a des disparités entre les pays européens. Alors, je voyais pas, je soupçonnais pas à quel point elles étaient massives. Et d'ailleurs, je croyais benoîtement que la France était un peu en avance sur les autres. Bah non, j'ai envie de dire, on est dans le milieu du peloton et encore pas dans le milieu le plus glorieux, c'est-à-dire c'est 17,6% de voitures électrifiées à batterie, hein, là je parle en France vendues en 2025, à comparer aux 10. Alors on est exactement comme l'Allemagne, mais en Belgique c'est 32%, aux Pays-Bas c'est 35%. Je ne parle pas de la Norvège et du Danemark qui sont respectivement à 93 et 63%. Bon, évidemment, c'est quand on se regarde on s'inquiète et quand on se compare on se rassure. On peut regarder les mauvais élèves. Les mauvais élèves, c'est d'abord les latins, c'est frappant, hein. 7,6% en Espagne. Alors d'ailleurs qu'au Portugal c'est déjà 20%. À les comprendre. Je pense qu'il doit y avoir probablement un aspect de subvention locale qui l'explique. En Italie, où le kilowatt-heure est quand même vachement cher, on est à 5%, 5,2. Et alors, j'ai trouvé le plus mauvais élève de l'Europe, mais alors mais tellement loin du reste, c'est la Croatie. Ils sont juste sous la barre des 1%.
Tu expliques, toi, comment toutes ces disparités? C'est vraiment juste lié à... C'est pas des questions de culture, c'est des questions comment dire, de motivation et d'aide à l'achat. Il y a un très beau reportage qu'a fait la RTS le mois dernier, donc la télévision suisse, parce que la Suisse est plutôt un mauvais élève, c'est-à-dire ils sont, je crois, même en dessous de la France ou à peu près au même niveau que la France. Tu pourrais te dire un pays qui a un peu les moyens. Voilà, on dit souvent que l'électrique est cher, tu vois. Effectivement, la Suisse, ça pourrait être un moteur de l'Europe, comme les pays nordiques, hein, finalement. Et ils sont même moins bons que la Belgique. Tu dis, c'est quand même assez fou. Et en fait, le reportage est très bien fait, mais il t'explique qu'il n'y a aucune volonté politique pour faire émerger la voiture électrique, et que le problème principal en Suisse, c'est que la plupart des gens sont locataires, mais qu'il n'y a aucune loi de droit à la prise, etc. Et en fait, tout est à la charge du locataire. Donc, si tu veux te faire installer, moi, tu vois, j'ai un appart à Lausanne qui est dans un immeuble, et en fait, il me demande 4000, enfin l'équivalent de 4000 € à peu près pour faire installer une prise en tant que locataire. Donc, tu vas jamais faire ça. Et alors, une fois que tu as touché tous les gens qui ont des villas, voilà, qui sont un peu privilégiés, bah, tout le reste du monde attend. Et en fait, tant que le politique ne dit pas non, mais aujourd'hui, l'électricité dans le garage, c'est le même droit que dans la maison, eh ben, ça ne peut pas techniquement fonctionner. Et il y a plein de problèmes comme ça. Et en France, c'est aussi le cas en ville, hein. Il y a plein de gens qui stressent aujourd'hui de pas pouvoir charger parce qu'ils ont pas de borne autour d'eux, parce que ça leur coûterait trop cher, etc. Et c'est vrai, quand tu vois les pays nordiques qui ont une vraie politique, c'est-à-dire ils ont enlevé la TVA, où le thermique est vraiment taxé, où l'essence est vraiment taxée, et ils ont vraiment fait des efforts. Tu sais, il y a des chargeurs dans les lampadaires. Enfin, tu peux vraiment te charger un petit peu partout. Quand tu vas dans les pays scandinaves, les gens te disent mais c'est incroyable, il y a des chargeurs partout, quoi, plus que des lampes. Et après, effectivement, donc il y a le clivage un petit peu nord-sud à cause de ça, je pense aussi. Il y a un peu d'histoire de niveau de vie, évidemment. Et puis tu as aussi oui, parce qu'il y a aussi, je l'ai pas dit, il y a aussi un gros clivage est-ouest. Hein. Alors énorme. C'est-à-dire évidemment, tu vois, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, on est à 5%. Alors moi, je vais souvent dans ces pays-là, et ces pays-là, bon, il y a quand même une histoire de niveau de vie, mais il y a quand même de l'électrique. Donc t'es assez étonné. Il y a quand même des bornes, donc c'est pas mal. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont effectivement. Bon, l'Italie, par exemple, si tu vois que le réseau, c'est quand même pas beaucoup développé. C'est faire le tour de l'Italie si t'as pas une Tesla, déjà c'est compliqué. Et puis voilà, les bornes, il y a tout un tas de trucs. Même en Italie, je crois qu'ils demandent un numéro fiscal pour t'enregistrer sur les bornes maintenant. Enfin, c'est un micmac. C'est l'Italie, quoi. Donc déjà que c'est pas simple quand t'as une thermique, mais des fois c'est vrai que l'électrique, c'est vraiment compliqué. Et puis, tous les pays de l'Est ont aussi beaucoup moins de densité de bornes, hein, ça, c'est très clair. Il y a aussi une histoire de prix, hein, puisqu'ils n'ont pas encore non plus... tu vois, les véhicules aussi d'occasion qui arrivent un petit peu chez eux, il y a encore une grosse frilosité aussi au niveau de l'occasion. Et c'est vrai que moi qui vais beaucoup, tu vois, en Pologne, en République tchèque, tout ça, on sent qu'ils sont quand même plus timides. Et puis, ils ont aussi d'autres priorités. C'est-à-dire que eux, par exemple, la Pologne, ils se chauffent encore au charbon. Quand tu vas le soir dans la rue et que ça pue le charbon, tu te dis, l'écologie, il y a encore une marche à faire avant que l'électrique. Mais tu as quand même des surprises. Parce qu'au niveau mondial, il y a des pays, par exemple, je crois l'Éthiopie, quelque chose comme ça, qui s'est mis vachement à l'électrique parce que absolument très cher. On croit qu'on est champion et tout ça, que on est les premiers. Et il y a un très bon papier de Numérama sur ces marchés oubliés qui vont plus vite que nous sur la voiture électrique. On s'était déjà, je crois, parlé de l'Éthiopie un jour. Il y en avait un autre. Je crois que c'est le Népal. Le Népal comme pays où l'électrique est florissant, je l'avais pas vu venir, je dois dire, mais ça peut être finalement assez logique pour des plus petits pays parce que c'est un peu plus facile à gérer, c'est un peu plus facile à gérer aussi si tu n'as pas une industrie automobile locale. Donc tout à coup, si tu veux, tu vas pas te tirer une balle dans le pied en termes industriels. J'ai pas les chiffres du Népal, mais c'était impressionnant, pas en parc installé, hein, mais en pourcentage de véhicules. C'est aussi vraiment des questions de motivation. Si tu te mets évidemment à surtaxer le thermique et à donner des aides à l'achat sur l'électrique en même temps, les gens ont pas de raison de pas sauter le pas. Aujourd'hui, c'est pas... Enfin, l'électrique reste moins cher dans la facture globale, mais à court terme, la voiture est quand même plus chère, le temps de l'amortir c'est quand même un petit moment, que tu vois l'intérêt sur les révisions, etc. En plus, tu as quand même le coût du loto de la batterie, si la batterie pète, alors je sais que ça arrive rarement, mais ça arrive quand même de temps en temps, donc il y a la frilosité. Si tout de suite c'était intéressant financièrement, tu vois, si on t'enlevait la TVA pendant quelques années, le temps que le marché... et tu vois, aujourd'hui, on enlève déjà des aides alors qu'on n'est qu'à 20%. Enfin, on n'a vraiment pas une bonne politique tarifaire. Et ce que je pense aussi, c'est que le pétrole, je sais plus, c'est Jean Covici qui dit souvent, le pétrole, c'est gratuit aujourd'hui. C'est sûr que, tu vois, même 2 € les 10 kWh, hein, un litre de pétrole, c'est à peu près 10 kWh, c'est gratuit, c'est moins cher que l'électricité.
Donc, est-ce qu'il y a vraiment c'est besoin juste beaucoup plus mal utilisé. C'est juste beaucoup plus mal utilisé. Ah, bien sûr, évidemment. Je parlais de recharge justement, et moi il y a une chose qui m'a frappé. Je regardais, parce que pour des raisons professionnelles, je fais des ventes. Enfin, je participe, je regarde des ventes aux enchères sur du matériel professionnel. Et là, je voyais sur une entreprise aux Pays-Bas justement, ils vendaient plein de trucs très intéressant, des caméras, des machins pour le studio. Et puis à côté, ils avaient 2 bornes de recharge électrique. Probablement celles qu'il y avait sur leur parking. Et d'ailleurs, non, absolument celles qu'il y avait sur leur parking, parce que je suis allé les repérer sur Google Maps et c'était bien celle-là. Et donc, je me posais bêtement la question sur, OK, une bonne borne de recharge d'occasion, 7 ou 11 kilowatts, combien je suis prêt à payer ça d'occasion. Et bon, finalement, les tarifs se sont un tout petit peu envolés. On a passé, par exemple, sur une borne de 7 kilowatts, 300 €. Et là, j'ai dit, je pense pas que ce soit intéressant. Et du coup, je suis allé, et j'avais pas fait ça depuis longtemps, regarder le prix des bornes domestiques, les trucs que tu essaies de poser pour ne plus juste charger en 220 volts. Et je suis tombé sur AliExpress. Et là, j'ai eu quand même un coup au cœur. La dernière fois que j'avais vu un prix qui m'avait fait, tu vas un peu écarquiller les sourcils, c'était en passant chez Lidl une fois où il y avait une borne à 349 €. Je disais, non, c'est quand même vachement bien, 349 €. Ah oui, non, mais on en est même plus là. Je regardais, je t'ai envoyé un lien. On est à moins de 150 €. Oui. On frise la centaine d'euros pour des bornes qui ont l'air totalement de bonne facture, qui ont l'air qui se gèrent avec une application, qui font parfois, tu sais, de la gestion de charge pour être sûr de pas faire sauter tes plombs, pour etc. etc. Il y a plus vraiment d'excuses. Alors c'est compliqué parce qu'évidemment chez nous, il y a une incitation fiscale à installer une borne, on te rembourse une partie des frais d'installation, etc. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, tu vas voir un électricien, des électriciens d'ailleurs qui ont une certification IRVE spécifique à ça. S'il vient avec sa borne sous le bras et qu'il te la pose, ça va te coûter entre 1000 et 1500 €, je pense. C'est ça. Le prix moyen, c'est autour de 1002, 1003. En fait, tout ça, bon, il faut faire vivre une économie, on le comprend, les électriciens, ils ont une formation et tout. Moi, comme pas mal de gens, j'en ai posé des bornes, c'est-à-dire, tu vois, en fait, une borne, c'est quand même pas un produit qui est très compliqué, puisque le courant qui arrive à la borne et le courant qui va dans ta voiture, c'est le même. C'est du courant alternatif, il n'y a pas de transformation de courant. Ce que fait la borne, c'est un petit peu de protection, un peu d'électronique pour gérer la charge communiquée avec la voiture, mais c'est quand même assez basique. Donc les prix qu'on voit sur AliExpress, c'est les vrais prix de borne. Ça vaut aujourd'hui 150 balles à tout casser en prix comme ça. Même il faut encore de la marge derrière, donc ça dit bien ce que ça veut dire. En fait, ça vaut quasiment le même prix qu'un chargeur, tu sais, de 220 volts. Il y a pas beaucoup de choses de plus qu'un chargeur de 120 volts qui vaut une centaine d'euros. Et après, il y a la pose. Et en fait, quand tu poses une borne, tu t'aperçois que qu'est-ce qui est long, qu'est-ce qui coûte cher, c'est de faire les trous, c'est toute la maçonnerie en fait. Là, par exemple, on a installé une borne justement chez mes parents, il fallait percer le béton, il fallait faire un petit socle. Et tout ça, en fait, l'installateur, ça peut vite chiffrer à plusieurs milliers d'euros. Et en fait, quand c'est pas prévu à la base, et c'est le problème de tous les immeubles, tous les parkings, on n'a pas mis de prise de peur que les gens aillent mettre un aspirateur une fois par an là-dedans, ou un frigo qui consomme rien. Mais bref, et du coup, on a des parkings très peu équipés. Et en fait, tout ça coûte extrêmement cher aujourd'hui. C'est de la main d'œuvre. Donc en fait, ce que tu payes dans la borne, c'est plus le produit, c'est l'essentiel de la main d'œuvre. Oui, c'est comme se raccorder à la fibre. Ce qui coûte cher, c'est la voirie, quoi. Exactement. C'est plus la fibre elle-même qui coûte quelques euros. Ouais, mais moi, ça me fait réfléchir parce que là où je voudrais mettre ma borne, on doit être à 1 mètre du tableau électrique, juste de l'autre côté du mur. Si tu veux un petit truc rigolo, j'ai des amis qui ont fait la formation IRVE, qui coûte, je sais plus, t'arrives à en trouver à 200-300 balles. Et en fait, une fois que tu as fait ça, tu es certifié pour les assurances, pour tout ce que tu veux. Donc, si tu es pas trop mauvais en électricité et que tu sais planter des clous, en gros, des fois, ça coûte moins cher que de faire appel à un électricien, y compris avec la petite déduction fiscale derrière. Donc, nous, on en a posé nous-mêmes. Ça nous a pris une bonne journée. Mais à la fin, il y a un électricien qui vient, qui te fait ta certif. Et puis, mais tu peux le faire toi-même. Tu veux dire que je pourrais passer une certif IRVE tout à fait. Et moto-facturer la pose de ma borne. C'est un peu comme le permis de conduire si on pouvait se le faire passer, tu vois. Mais sauf qu'en fait, t'as pas besoin d'être électricien pour être IRVE, ce qui est quand même fabuleux. T'as aucun besoin de diplôme d'électricien. C'est une profession réglementée, électricien ? Je crois pas.
Je suis pas sûr, parce que plombier, oui. Plombier, il te faut un diplôme. Je veux pas dire de bêtises, mais ouais, comme il y a les assurances derrière, ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas, les certifs, elles, sont effectivement réglementées. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que tu peux faire certifier ta maison, tu sais, tu fais passer le consuel. Après, tu peux faire ce que tu veux sur ton tableau électrique. Donc, en fait, on est dans une espèce d'hypocrisie autour de l'électricité. Mais bon, je comprends, tu vois, il y a quand même des maisons qui peuvent flamber. Il faut pas faire n'importe quoi. Oui, non, faut éviter de faire n'importe quoi. Ouais, mais c'est vrai que ce qui coûte cher, c'est de faire, je sais pas, les 10 mètres de trous dans ta pelouse pour aller mettre ça à côté de ta place de stationnement. Ouais. Et ça changera pas. Ça, c'est bon. Non, même le câble, ça coûte cher. Mais ça, c'est plus du jardinage que de l'électricité. Oui, le câble aussi peut coûter assez cher. Bon, on va étudier la question d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans l'actu de ce mois-ci? Ah oui, une vidéo, je la mettrai en lien parce qu'elle me fait rire. C'est un expert anglais en marketing qui s'appelle Rory, je sais plus quoi, Stewart something, qui est un garçon très drôle et qui démonte les mécaniques marketing des marques, etc. Et qui a fait une vidéo très drôle en disant, attendez, mais tout le monde dit oui, mais attendez, les problèmes de la voiture électrique. Mais imaginez qu'on soit dans la situation inverse. Imaginez qu'on soit tous en train aujourd'hui de construire de conduire des voitures électriques et que tout à coup, il y a un ingénieur un peu fou chez Volkswagen qui dit, attendez, non, moi j'ai une meilleure idée. Moi, j'ai une nouvelle voiture pour vous. Alors, ah bon, c'est différent? Ah oui, c'est très différent, vous allez voir. D'abord, vous allez avoir un grand réservoir de liquide extrêmement inflammable qu'on va mettre à l'arrière de votre voiture. Et puis, alors c'est chouette parce que vous allez avoir beaucoup d'autonomie. Ah bon, mais je voulais dire que est-ce que ça va être plus agréable à conduire, plus silencieux? Ah non, vraiment pas du tout. Non, ça va vraiment faire du bruit et d'ailleurs ça sentira pas très bon et tout ça. Mais alors attends, excuse-moi, mais quel est l'avantage? Ah bah l'avantage c'est que vous allez pouvoir recharger en 5 minutes. Ah bon, c'est chouette, mais je peux faire ça chez moi? Ah non, pas chez vous. Non. Faudra aller dans un endroit très spécial qui s'appelle une station-service. Ça vous coûtera assez cher, etc. Et c'est intéressant parce que quand tu flippes de script un peu, quand tu renverses, si tu veux, cette espèce de dialectique, tu te dis que, une fois qu'on a passé le pas, la question se pose plus vraiment. On se demande plutôt comment on ferait pour revenir à une thermique. Sauf, oui, bien sûr, si demain je t'offrais une Porsche GT machin, tu la prendrais quand même. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est curieux de voir l'électrique comme un problème quand on conduit une thermique, alors que normalement c'est plutôt ça fait quand même plus largement partie de la solution. Oui, mais d'ailleurs tu le vois, c'est très rare qu'il y a quelqu'un qui soit passé à l'électrique qui te dise je veux revenir au thermique, mais pour toutes ces raisons, parce que d'aller à la station-service là où ça pue, puis même moi tu vois, tu promènes tes enfants dans la rue, respirer les pots d'échappement, c'est pas le truc dont t'as le plus envie. Donc il reste un certain feeling. Je le vois, je discute beaucoup avec les motards sur le moteur qui s'apparente un peu à un espèce de petit cœur qui vit, tu vois. Donc je comprends ce feeling là, mais effectivement, on n'aurait pas cet historique du thermique. C'est vrai qu'on s'en passerait très facilement. Et moi, j'irais même plus loin. Je dirais que je pense que assez vite, je pense que les gens qui roulent, tu sais, il y a pas longtemps, là, je suivais un BMW XM. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un classe G de BM en gros. C'est un monstre, un tank. C'est une voiture qui sert un peu à rien, mais c'est un peu, je trouve le dernier des Mohicans du thermique. Un peu, on se fait un petit plaisir, on a de l'argent, on va s'acheter ça, un gros monstre derrière. Et en fait, je pense que tout ça va très très vite s'arrêter parce que ce sera un peu comme la cigarette, tu sais. Aujourd'hui, si tu allumes une clope dans une cour de récré ou dans un McDo, on te regarde vraiment de travers, même si t'es un mec truqué, même si t'es très propre sur toi. Et en fait, je pense qu'on aura un peu la même réaction quand un mec démarrera sa moto dégueulasse devant une école. On se dira ouah, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et ça peut finalement être peut-être le moteur qui fera switcher tout le monde. Mais avant d'en arriver là, il va falloir que les gens essayent l'électrique, voient à quel point c'est cool et se disent bah oui, mais comment j'ai fait ça en fait finalement. Oui. Oui. Mais je suis d'accord. Il y a encore des moteurs qui font des jolis bruits. Hein. Mais on a tous aimé ça. C'est pour ça que c'est pas du tout. C'est pas du tout opposé les uns les autres. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Oui. On a tous aimé les deux. Mais une fois que t'as connu quand même le progrès, c'est dur de revenir en arrière. Après, tu pourras me dire, oui, mais en 1900, on a fait le contraire. Hein. On avait l'électrique, mais il y avait tellement de contraintes que le thermique l'a enterré parce que à l'époque, on savait pas faire les batteries aussi.
Oui, c'est ça. On était au-delà même des problèmes d'autonomie. Là, c'était des petits véhicules locaux. Ça allait pas très loin. C'était bon pour livrer le lait, quoi. Et encore. Voilà. Donc voilà. Là, on peut comprendre. Aujourd'hui, envisager le passage de l'un à l'autre uniquement sous l'angle de l'inconvénient n'a plus beaucoup de sens, quoi. Mais je sais pas toi, mais moins de sens. Vas-y. Moi, quand je loue une voiture à l'étranger. Maintenant, je veux même plus louer une thermique, à part situation très particulière, tu vois, c'était dans le désert, tout ça, il n'y a pas de station de charge, tu vas prendre une petite Jeep thermique, mais sinon, en vrai, j'ai même plus de plaisir à conduire, tu vois, une Golf 1,4 litre qui avance pas, quoi. D'ailleurs, et mes enfants qui ont connu quasiment que l'électrique, enfin, ils ont connu un peu le thermique, mais ils s'en rappellent plus, ils me disent maintenant, l'autre jour, je suis arrivé avec une voiture thermique, ils m'ont dit, tu sais, papa, les voitures thermiques, ça pue, ça fait du bruit et surtout, ça avance pas. Bah voilà, tout est dit. Bah oui, mais oui. Moi, j'étais choqué la dernière fois. Une fois, il y a pas si longtemps, j'ai dû louer une voiture. C'était où en Italie, en Sicile. Voilà. Et donc, évidemment, tu vas en Italie, tu dis, je vais louer une Fiat 500, c'est rigolo. J'ai jamais conduit un veau pareil. Je pensais qu'elle était cassée. Je me disais, non, c'est pas possible. Ils peuvent pas vendre un truc pareil. Enfin, tu vois, sur l'autoroute, je peinais à arriver à 90. J'ai dit, non, mais moi qui étais, et c'est parce que on est mal habitué, tu vois. Mais même une Zoé. C'est plus punchy que ça, quoi. C'est ça qui est fou, en fait. Aujourd'hui, les gens ne réalisent pas qu'une petite Fiat 500 électrique, mais c'est 1000 fois mieux qu'une thermique, même à Barthes, quasiment, tu vois. Je vais me faire tuer, là. Non, je pense que ça va mal se passer. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as encore des amis chez Fiat. Du côté des constructeurs, justement, il y a quand même plusieurs nouveautés. Il y a des choses qu'on attendait qu'il va falloir attendre un peu. Il y a eu toute une profusion de papiers et de rebondissements. Ça fait longtemps qu'on parlait, par exemple, de l'arrivée éventuelle d'un modèle d'entrée de gamme chez Tesla, celle qu'on appelait le modèle 2. Bon, finalement, apparemment, il n'y aura pas de modèle 2, mais il y aura peut-être un modèle d'entrée de gamme qui serait basé sur une modèle Y simplifiée. À voir. Il y a des choses qu'on a vues passer. Alors, elle serait peut-être un petit peu plus courte, enfin, différente. C'est compliqué parce que c'est une voiture déjà tellement épurée, il n'y a pas grand-chose à retirer. Je vois pas où ils vont peut-être jouer sur la taille de la batterie, sur l'autonomie, mais il y a pas grand-chose. En même temps, c'est ce qu'on se disait, il faut se souvenir, il y a très longtemps, avant le lancement de la Model 3, quand il y avait juste sur le marché la Model S qui coûtait plus de $100,000, on disait comment ils vont partir de ça pour arriver à une voiture à 30 000. Et ben, ils y sont arrivés en faisant un peu autre chose. Mais bon, je sais pas pour quand, je sais pas ce que tu as comme info, mais je pense que ça, c'est pas pour tout de suite. Non, mais Musk a dit qu'il ferait un modèle Y un peu, effectivement, peut-être un peu plus court. En fait, ce qui est étonnant, Tesla, c'est qu'ils ont une bonne plateforme, tu vois, logiciel, tout est bien intégré. Et je suis étonné qu'il ait pas plus décliné pour faire, tu vois, des pick-up, pour en fait reprendre juste la base, c'est comme on a aujourd'hui la 308, tu fais le 3008 avec, tu fais tout un tas de déclinaisons. Et c'est vrai qu'ils l'ont pas trop fait. Alors ils commencent à le faire, là, on va en parler après avec un modèle Y un peu rallongé. Mais tu te dis, ils auraient pu faire des choses moins chères. En profitant de ça, mais je pense que pour eux c'est encore très coûteux de lancer une nouvelle chaîne de production. Ils n'ont pas encore la souplesse des constructeurs historiques. Et des fois tu te demandes pourquoi Tesla, presque, alors évidemment c'est très très compliqué de racheter des chaînes de production, mais ils auraient presque dû, tu sais, s'appuyer sur un constructeur qui a déjà un peu toute la logistique de ça et leur apporter le savoir-faire. Ce que commencent à faire certains constructeurs, notamment Rivian avec Volkswagen, tu vois, Volkswagen a toutes les usines et Rivian, eux, ils n'ont pas vraiment l'outil de production, mais par contre ils ont une super plateforme. Donc moi je trouve que c'est un bon moyen de travailler. Mais bon, Tesla c'est un peu comme Apple, ils aiment pas trop partager. Ouais, ils aiment pas travailler. Enfin, j'ai envie de dire pas. C'est pas qu'ils aiment pas travailler avec les autres. On reviendra sur Apple, parce que c'est un cas particulier. Mais je pense que d'ailleurs, à l'inverse d'Apple, chez Tesla, ils aiment bien, tu vois, faire de l'intégration verticale, c'est-à-dire tout faire, du machin à la fabrication dans leurs propres usines, pas juste en sous-traitance jusqu'à la vente, etc. Là où Apple joue un jeu vachement différent. Mais ouais, donc l'idée de se mettre dans l'usine d'un autre, etc. Je sais pas. Je pense qu'il y a une question de culture. Et puis aussi, je pense qu'ils commencent à comprendre que ça va être très très difficile de se battre sur l'entrée de gamme, qui est plus en fait leur terrain de jeu. Alors ça dépend, parce que je voyais au début de l'été que Choisir a fait un grand spécial sur la voiture électrique, que j'ai compulsé page à page en disant où est-ce qu'ils vont dire des bêtises, et en fait ils en ont dit très peu, et ils remarquaient assez justement en comparant les voitures catégorie par catégorie que la Tesla Model 3 reste la routière la moins chère du marché, quoi. Mais sur l'entrée de gamme, c'est aller chercher des niveaux de prix à 20 000. Je pense que ça va être un peu là où ils ont un atout pour Tesla. Surtout, ce sera plus difficile que pour des Chinois. Mais ils sont quand même assez doués, je trouve, c'est sur l'efficience. Là par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai testé une Mini
Donc j'ai pas encore publié le test, mais une Mini, c'est pas la Mini, c'est le modèle juste au-dessus, Aceman, voilà. Et elle a une batterie de 50 kWh, un petit peu plus, donc comme la R5, comme plein de modèles entre guillemets pas très chers. Sauf qu'avec cette Mini, j'arrive à faire 300 km d'autoroute. Alors là où t'en fais 220 péniblement avec une R5, donc c'est-à-dire avec la même batterie. Et en fait, Tesla, je pense qu'il serait capable de faire des choses comme ça, c'est-à-dire peut-être il serait un petit peu plus cher que les autres, mais quelque part, tu gagnerais énormément en confort, en connectivité, en efficience, et avec le réseau de superchargeurs. Donc, je pense qu'il y a quand même de la place pour une Tesla pas chère. Puis, ça fait encore rêver pas mal de gens il y a beaucoup de gens qui crachent sur Tesla parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de se la payer, tu vois, comme sur beaucoup de sujets, comme ceux qui crachent sur l'iPhone. Parce que, voilà, mettre 2000 balles dans un téléphone, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est de moins en moins vrai parce que dans les deux cas, maintenant, vous pouvez aller sur le marché de l'occasion et trouver des trucs très, très abordables. Et c'est un très bon point. C'est que pour le prix d'une citadine neuve chez BYD, tu as des Tesla Model 3 qui ont effectivement 150 000, 200 000 km, mais qui sont presque des bébés. Quand tu sais que ça peut aller à 400 000 km avec la même batterie, les bonnes affaires, elles sont peut-être sur l'occasion finalement. C'est à creuser. Mais et en plus, il y en a beaucoup sur le marché parce qu'il y a beaucoup de retours de LOA, de LLD, etc., etc. Un peu. Alors, je voyais le nombre de Fiat 500 qui sont des retours de location longue durée. Il y en a un paquet sur le marché. Là aussi, si c'est de ça que vous avez envie, il y a des affaires à faire. On le disait justement. En revanche, de nouveauté annoncée et montrée, celle-là, une nouvelle Tesla Model Y. Modèle Y rallongé. La Modèle Y, rappel, c'est j'ai envie de dire le petit SUV. Je sais pas pourquoi les gens appellent ça un SUV. On va dire la grande familiale de Tesla, qui est une 5 places. Ils avaient fait une espèce de tentative de rajouter 2 places dans le coffre, littéralement, 2 petites places pour enfants. Ça avait pas beaucoup accroché. Et là, ils vont sortir, donc, d'abord en Chine, ce modèle qui est la même, mais rallongé de 25 cm. Et alors qu'il y aura, je ne sais pas s'il y aura 7 places, mais il y en aura en tout cas 6, sur le même principe que ce qu'on voyait sur la Model X, beaucoup plus cher, c'est-à-dire un premier rang normal, conducteur-passager, et puis un deuxième rang avec 2 grands fauteuils avec un espace entre les deux pour pouvoir accéder directement aux places arrière. Moi, j'adore ce truc parce que je le projette immédiatement, où tu as des enfants, tu as juste besoin d'ouvrir une portière et tout le monde rentre, trouve sa place, il n'y a pas besoin de rouvrir une troisième... Enfin, voilà. C'est quand même une surprise parce que jusque-là, on se disait que chez eux, cette place, c'était Model X ou rien. Mais c'est une bonne surprise. C'est un peu surprenant qu'ils commencent par la Chine, non ? Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que même en France, enfin en Europe, il y a un marché pour ça. C'est-à-dire, tu vois pas mal de gens, je sais pas combien t'as d'enfants, mais dès que t'as 2 enfants et que tu veux transporter papy et mamie ou le copain qui rentre du judo, etc., il te manque souvent des places dans la voiture. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui achètent des 5008, qui achètent justement les Mercedes EQB. Enfin, t'as plein en fait de voitures autour, on va dire, de 40-50 000 euros à peu près, qui ont ce format, cette place qui est quand même très pratique. Et c'est vrai que les modèles X, ça coûte 120 000 balles, donc tu peux pas dire aux gens, ouais, vous prenez un modèle Y ou un modèle X, c'est 2 fois le prix, donc ça a rien à voir. Et en fait, ce modèle, ces modèles avec plein de places, ils sont très populaires dans plein de marchés, et c'est assez, on va dire, normal qu'ils commencent par la Chine, parce que là-bas, il y a vraiment, vraiment beaucoup de grosses voitures comme ça. Tu pourrais dire, c'est étonnant, en plus, c'est un pays où, voilà, ils ont presque l'enfant unique, donc qu'est-ce qu'ils font avec tous ces gens ? Ils transportent les gens au boulot, ils font des voitures communes, il y a aussi tout ce qui est taxi. Les taxis, ils rêvent d'un modèle Y où ils peuvent mettre plus que, 3 personnes à l'arrière, parce qu'ils aiment pas mettre forcément les mecs à côté d'eux, etc. Et en fait, moi, je pense que, j'espère qu'il va arriver en Europe. Elon Musk a dit que c'est pas sûr qu'il arrive aux États-Unis. Là, il a tweeté ça aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que c'est un bon coup. Je trouve qu'ils ont bien joué parce qu'il y a un vrai marché à ce niveau-là, et d'autant qu'il est que 8% plus cher que le modèle Y 4 roues motrices classique. Donc, tu vois, je trouve que c'est un tarif qui est très sympa. Et comme tu dis, le format est super. En fait, moi, ça me rappelle un peu les vannes aussi. Si tu as testé le Volkswagen ID Buzz, ils ont une version 6 places comme ça qui est super, où tu arrives, pareil, t'as pas besoin de relever les sièges pour aller au dernier rang. Donc, moi, j'ai vraiment hâte que ça arrive chez nous. Tu vois, ça pourrait être bien ma prochaine voiture, par exemple. Écoute, je dois dire que... alors, je confirme, j'ai 3 enfants en âge scolaire. Donc, ouais, tu dis 3 enfants, 2 parents, ok, ça fait 5 places. Ouais, non, il en manque toujours 1 ou 2 pour emmener le copain, la copine, la grand-mère, etc., voire même les chiens. Et puis, la place intérieure, une fois tout ça rabattu, est géniale pour transporter plein de choses parce que t'as ce grand haillon, tout ça. Et le frunk. Oui.
Chez et Tesla, plus le frunk de la Model Y qui est encore plus grand que celui de la Model 3. Donc ouais, je suis pas en train de regarder. Enfin, disons que ça reste une option, même si ça arrive quand même à un moment où le marché est en train de s'élargir largement. C'est pas terrible, on la refera un jour celle-là, mais en tout cas où le choix c'est quand même considérablement élargi, mais je suis d'accord, il n'y a jamais eu de cette place aussi place abordable chez Tesla. Moi pendant longtemps j'ai donné beaucoup d'argent à Volkswagen pour avoir des Tiguan cette place, des Touran cette place. Ouais, le Kodiaq aussi qui était super. C'est étonnant même qu'en électrique ils les déclinent pas. Hein. Tu vois chez Volkswagen ils auraient pu le faire ça un petit peu. Mercedes, moi j'ai testé le QB qui est pas mal mais qui est tout petit. Donc tu peux mettre cette personne mais pas leur bagage. Et cet été je suis parti en vacances avec un Kia EV9 donc qui est super parce que bon c'est un gros bébé. Hein. Il fait aussi 5 mètres de long, il est très large. Mais t'as un vrai frunk, t'as quand même de l'espace dedans. Mais ça vaut 70 000 balles. Donc là on est quand même beaucoup moins cher que ces produits là aussi. Hein. Là, il y a un tarif qui est annoncé, mais pour la Chine, donc à prendre avec des pincettes, qui serait aux alentours de 47 000 $. Mais t'as raison, c'est même pas 10% plus cher que le prix de la version normale. Donc a priori, ils auraient déjà, je sais plus, 40 ou 80 000 précommandes, parce que de fait, il y a un vrai marché pour ça. Et puis, ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a aussi un truc cool, c'est qu'ils ont rendu le rang 2 sympa. C'est-à-dire qu'ils ont fait, tu sais, ce que font pas les Européens, Audi et compagnie, c'est-à-dire te faire une classe affaires au rang 2 dans des voitures qui coûtent 70, 80 000 balles. Tu as pas ça aujourd'hui dans une A6, dans un Q6. Tu te dis, je voudrais la classe affaires comme chez Xpeng par exemple ou chez BYD. Tu l'as pas. T'as pas ces sièges avec des fois l'écran, avec le petit massage et tout. Et là, ils ont fait des sièges qui sont vraiment cool. Hein. Si tu te dis, ils sont chauffants, ventilés et tout. Ah bah ça, ils avaient l'expérience de la Model X où ils l'avaient déjà fait, où c'était génial. Le deuxième rang était de loin le meilleur. T'avais ces espèces de deux grands fauteuils. T'as raison, business class avec des grands accoudoirs. C'était d'un confort absolument formidable. Moi, j'adorais être passager dans cette voiture-là. Donc ils avaient cette expérience-là. Non, c'est une chouette expérience. C'est pas un truc au rabais, un peu comme ce qu'ils avaient fait la première fois où ils avaient essayé d'insérer au mieux 2 places dans le coffre qui étaient littéralement des places qui étaient faites pour des enfants de petite taille. Hein. C'était pas. Oui, puis c'est pas resté longtemps, c'est resté, je crois, même pas 6 mois en vente chez nous. Donc on n'a pas trop eu le temps d'en profiter. Il n'y a même pas d'occasion. Tu vois, j'en regardais d'occasion, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Alors pour autant, on a aussi murmuré pendant quelques semaines que c'était peut-être du coup la fin de la Model S phagocytée par la Model 3 et de la Model X phagocytée par cette nouvelle Model Y rallongée. Et en fait, on a tort. Apparemment, ils vont ils veulent relancer les ventes de ces deux modèles-là avec 2 modèles rafraîchis. Je sais pas comment ça se passera niveau tarif. Je pense que ça restera assez haut de gamme. Il va falloir aussi quand même que, je sais pas, il va falloir faire des vraies différences parce que aujourd'hui, ce facteur de 1 à 3 du tarif de l'une sur l'autre, je sais pas, toujours un peu compliqué. Il y a des choses aussi qu'on se disait depuis le début de l'année. On disait, regardez, les ventes de Tesla se sont effondrées, mais la Model Y n'était pas encore arrivée. Enfin bon, tout ça est remonté. En fait, la vraie question, c'était de savoir quel était l'impact réel des escapades politiques d'Elon Musk dans l'administration américaine. Et ben, ça y est, on a des chiffres sur la loyauté des possesseurs de Tesla à la marque. Alors, c'est intéressant parce que l'année dernière, il y avait eu déjà une étude qui date de juin 2024 où aux États-Unis, là je vous parle que des États-Unis, la loyauté à la marque était la plus forte de toutes les marques. C'était 74% des possesseurs de Tesla allaient racheter une Tesla. Eh ben, ces chiffres-là n'ont plus cours. Ils sont tombés à 49,9 en mars. Donc, il y a eu un véritable impact sur l'image de marque de Tesla et celle de son fondateur. Ce qui est finalement pas très surprenant parce que les premiers possesseurs, les premiers acheteurs de Tesla aux États-Unis, c'était plutôt des gens avec un peu de conscience environnementale, enfin, etc., avec quelques moyens, avec un peu d'éducation. Enfin, c'était pas très red state. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas très Kentucky, Alabama. C'est remonté depuis. C'est-à-dire que depuis que Musk a quitté l'administration américaine et a commencé d'ailleurs aussi à se reconcentrer sur ce que font ses entreprises, c'est remonté à 57,4 au mois de mai. On n'a pas de choses plus récentes si mes souvenirs sont bons, mais ça veut dire quand même que
que c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que l'effet sur la marque est réel, mais ça, on l'a bien senti. Après, il faudra peut-être voir d'ici la fin de l'année si l'effet sur les ventes reste aussi prégnant, même si le monde d'aujourd'hui est pas le monde d'il y a 2 ans, parce que la concurrence est quand même beaucoup plus féroce. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marques quand même où tu as un dirigeant qui est aussi emblématique pour que ces prises de position soient autant relayées et autant finalement mis dans la balance quand tu achètes un produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je pense pas que Tim Cook ait une influence sur la vente des iPhones, quoi. Alors que Steve Jobs, à l'époque, tu pouvais te dire, effectivement, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, etc. Mais c'était, tu vois, t'achetais un petit bout de Steve Jobs quand t'achetais un iPhone. Donc, ça fait quand même partie de ces rares marques qui ont ça derrière. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien rappeler que Volkswagen, enfin toutes les marques allemandes ont collaboré, tu vois, à l'époque nazie, que même Renault chez nous. Enfin, il y a Hugo Boss qui faisait les costumes, tu vois. Donc, en fait, si tu cherches, si tu grattes un petit peu, il y a aucune marque qui est parfaite. Et même d'ailleurs, le marché chinois, enfin. Tu peux te dire, est-ce que quand j'achète une voiture chinoise, j'encourage pas un peu la dictature, les Ouïghours? Enfin, quand tu commences à mettre ça dans la balance, je trouve qu'il y a beaucoup à dire et c'est beaucoup plus compliqué que est-ce que j'aime ou pas Elon Musk. Et il y a un deuxième, un truc qui compte évidemment énormément, c'est la qualité du produit. C'est-à-dire que le modèle Y reste un excellent produit et que, comme tu le dis, bon, je pense qu'au début d'année, c'est sûr que il faisait pas bon d'avoir une Tesla. Les gens te regardaient un peu bizarrement, comme si tout à coup t'étais passé presque, tu vois, de gaucho écolo à extrême droite en un coup, juste parce que t'as acheté une bagnole. Enfin, c'était lunaire, hein, c'est ce qui se passait, quoi. Mais tout ça, c'est un peu calmé quand même. Moi, je vois moins de voitures abîmées ou de choses comme ça. Donc, ça a duré le temps de Trump au début. Et maintenant, on commence à avoir beaucoup de modèles Y, de nouveaux modèles Y. Enfin, moi, j'en vois beaucoup dans la rue. Oui. Et quand tu compares et que ton porte-monnaie parle, je pense qu'Elon Musk, il est loin. Hein. Oui. Ouais, je suis d'accord. C'est intéressant d'ailleurs parce que tant qu'on se parle de l'effet du fondateur de Tesla, d'Apple et de la Chine, je voudrais recommander à tout le monde la lecture d'un bouquin extraordinaire que j'ai écouté en livre audio sur la route cet été, qui s'appelle Apple in China. Et alors, vous allez me dire quel rapport avec la voiture électrique. Il y en a un immense. Ça détaille en fait comment Apple s'est un peu piégé en Chine, non pas que Apple ait fait un choix délibéré de dire ce sera là et pas. Et si, ils ont fait un choix délibéré, mais qui était un choix pragmatique, parce que il faut rappeler qu'en Chine, Apple produit 1 million d'iPhones par jour, et que c'est bien le seul endroit au monde où tu peux produire 1 million d'iPhones par jour, parce que c'est développé là-bas tout l'écosystème de leurs, je crois, 1200 fournisseurs. Donc c'est pas un truc que tu peux remettre dans ton baluchon en disant tiens, je vais aller faire la même chose au Texas. Non, ça marche pas. C'est impossible. D'autant que il y a que là qui trouvent à la fois l'échelle qu'il leur faut en termes de production et puis aussi la flexibilité, enfin bon, bref. Et ce que ça raconte, c'est comment Apple a essayé d'échapper au modèle industriel chinois jusque-là, parce qu'en gros, si tu étais une grande entreprise industrielle et que tu voulais les produire en Chine, bah, les Chinois te disaient très bien, vous allez faire une joint venture, une alliance avec un acteur local, avec de l'échange de technologies, avec toutes les choses qui étaient absolument impensables pour Apple. Et donc, Apple a pris une espèce de contre-pied en disant non, on va pas faire comme ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir massivement dans votre industrie, parce qu'en fait, Apple n'a pas ses propres usines en Chine. Et pas plus qu'ailleurs, ils en ont quelques-unes vraiment, mais c'est presque dans l'épaisseur du trait par rapport à ce que représente la Chine. Et pour ce faire, ils ont investi 55 milliards de dollars par an pendant plus de 5 ans dans les machines, toutes les machines, l'industrie, tout ce qu'ils ont investi, parce qu'en fait, ils placent leurs propres machines au cœur des usines de leurs sous-traitants, de Foxconn et des autres. Et aussi dans la formation des ouvriers, des ingénieurs chinois sur le design industriel, la qualité et le reste. Et au total, ils auraient formé plus de 28 millions de personnes. En fait, on réalise pas l'échelle du truc. 28 millions de personnes, c'est l'équivalent de la population active de la Californie, par exemple. Et le résultat des courses, c'est que tous ces gens qui ont été formés par Apple mais qui ne travaillent pas chez Apple, eh ben maintenant on les retrouve partout. C'est-à-dire que si Apple n'avait pas pris ce biais pour éviter de faire des alliances avec des acteurs locaux, eh ben on n'aurait pas eu Xiaomi, on n'aurait pas eu Oppo, on n'aurait pas eu même une bonne partie de Huawei. Et pour la petite histoire, et le bouquin le raconte bien, quand Musk s'est installé en Chine, alors lui sur un autre modèle, parce que lui c'est son usine, sa giga usine à Shanghai,
Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé à tour de bras essayer de débaucher des gens formés par Apple, justement pour avoir des gens qui sont déjà formés à la qualité, etc., etc. Et c'est absolument passionnant. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on a un BYD qui explose, on a Xiaomi qui fait des voitures, on a etc., etc. Et ben c'est parce que maintenant c'est opéré par des gens qui ont tous démarré chez Tesla. Donc finalement par capillarité, ce sont des géants qui ont généré leur propre concurrence. Ce qui manque en fait, c'est la voiture Apple dans ton histoire. Eh ben voilà. je voulais ne pas y revenir. Mais on va pas en reparler sinon on est parti pour non, mais c'est on saura. Mais quel acte manquait quand même. Bah et puis oui, enfin un grand frais en plus. C'est pire que le métaverse chez Meta. Enfin tu vois, c'est quoique peut-être pas. Mais oui, c'est un véritable acte manqué. Et moi j'aimerais bien comprendre pourquoi un jour ils ont 10 pouces. Peut-être justement parce qu'ils ont vu ce qui était en train d'arriver et à quel point la concurrence était compliquée et à quel point. Enfin, quelle serait la promesse d'une voiture Apple par rapport à la concurrence? Elle est là la différence. Je sais pas. Moi, Est-ce que tu penses que c'est plus logique qu'ils soient allés dans le cinéma, tu vois, dans le streaming, plutôt que dans la voiture? Moi, je trouve que leur métier était plus dans la voiture quand même. Hein. Ouais, mais c'est plus facile. C'est plus facile. Si tu veux, c'est toutes ces questions qui se posent sur pourquoi Samsung n'a jamais sorti une console de jeu. Ils sauraient parfaitement faire une console de jeu Samsung, ce serait une rigolade pour eux. D'ailleurs, je suis absolument certain que quelque part chez Samsung, il y a un dossier console de jeu, parce qu'ils l'ont considéré un jour en disant, attendez, on n'est pas plus con que Nintendo ou Sony ou Microsoft, pourquoi est-ce que nous, on fait pas une Samsung Box, quoi? Et ils ont abandonné parce qu'ils se sont dit, oh là là, écosystème, travailler à plein de gens, etc., etc., concurrence terrible, énormément d'investissements, il faut vendre à perte, etc. Et donc, la règle de 3 fonctionnait pas pour eux, tout comme Apple a abandonné l'idée de faire une télé il y a 15 ans. Ouais, c'est pas, il y a des rumeurs qui disent que ça, on sait pas, il pourrait revenir là-dessus. Mais tu sais que sur la voiture, je suis pas persuadé qu'ils le fassent pas un jour quand même, parce que je sais pas si tu as vu les premiers tests de CarPlay Ultra qui me rappelle un petit peu quand ils avaient mis iTunes dans des Motorola là, ça fait vraiment pas bien fini, c'est pas la hauteur de ce qu'il y a derrière, et tu te dis quand même Apple, ils auraient encore les moyens de faire ce que fait Xiaomi aujourd'hui et te sortir des vraies bagnoles, quoi. Ouais, c'est compliqué parce qu'ils ont été aussi rattrapés, j'ai envie de dire, un peu par le reste du marché. C'est-à-dire, de fait, l'une des choses qui te ferait convoiter une voiture Apple, ce serait la qualité du software, l'expérience utilisateur qui sera incroyable à l'intérieur. Je pense que la voiture, c'est la quintessence de ce qu'on sait faire dans la tech aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est que ça regroupe tout, la réalité augmentée, l'IA, tu vois, la conduite autonome, tous ces trucs-là. Il y a toute la connectivité. Tu vas commencer à vivre dans ta voiture, l'entertainment, le streaming. En fait, Apple a l'écosystème. Ouais, et il manque que ça quand Sony veut faire une voiture, parce que tu comprends, la PlayStation, machin, mais il leur manque plein de trucs. Apple, ils ont déjà quasiment tout, quoi. Apple Arcade pendant que ta voiture conduit toute seule. Enfin, il manque que la voiture, finalement. Et je pense qu'ils vont pas arriver à faire ça avec quelqu'un d'autre. Donc, soit on n'aura pas de voiture Apple, soit on aura des trucs un peu moyens, quoi. Mais alors justement, c'est intéressant parce que ça pose une question de modèle. Est-ce que Apple peut faire une voiture en continuant à être Apple, c'est-à-dire en continuant à ne pas posséder ses propres usines? Foxconn produit déjà des voitures pour d'autres. Oui. Moi, je pense que la Chine a tout à fait les moyens d'aider Apple là-dessus, mais il faudrait aussi une vraie envie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Apple vit de grosses difficultés, pas uniquement sur ces sujets-là, qu'ils ont un vrai problème aussi de vision, de direction. Peut-être, tu vois, il commence à y avoir beaucoup de personnes un petit peu âgées chez Apple dans la direction. Et je pense qu'ils ne cernent pas forcément les problématiques à venir. Et moi, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, sur l'énergie, sur la voiture, même sur la domotique, je trouve qu'il manque aujourd'hui de vision par rapport à la concurrence, et des boîtes comme DJI, comme EcoFlow, tu vois, Anker même aussi. Anker, c'est quand même, tu vois, ils font des chargeurs iPhone, mais ils font aussi des maisons connectées maintenant. Hein. Mais attends, qu'est-ce que j'ai acheté chez Anker encore récemment où j'ai trouvé ça merveilleux? Je vois DJI vient de sortir son premier robot aspirateur. Je l'ai pas testé, mais je suis persuadé que c'est le meilleur du marché. Donc il y a plus de problème d'innovation et de qualité. C'est-à-dire, il y a aussi une espèce de décalage d'image
image sur la Chine telle qu'on la croit et la Chine telle qu'elle est, quoi. Totalement. Et non. Et d'ailleurs, c'est bien parce que tu me permets de reboucler sur une actualité brûlante en termes de produits. On parlait des modèles Y qui évidemment viendront de Chine. Et ben justement, parmi ces nouveaux constructeurs, il y a Xiaomi. Alors Xiaomi, évidemment, qu'on connaît pour les smartphones, pour toutes sortes d'équipements de la maison, etc., etc. Il y avait déjà la SU7 qui avait été montrée, qui est comment est-ce qu'on la qualifierait, une berline, une berline un peu sportive. Ouais, c'est un peu une Taycan, la Taycan du pauvre, quoi. Elle ressemble à la Porsche Taycan, mais elle coûte le prix d'une Tesla Model 3, en gros, voire même moins cher. Et surtout, ils ont réussi un design incroyable. Ils perdent apparemment pas mal d'argent dessus, mais c'est vrai que la voiture a fait rêver tellement de gens. Elle est pas chère en Chine, je crois qu'elle était autour de $30,000, $35,000. Et effectivement, elle accélère fort et tout. Alors, elle a plein apparemment de défauts. Tu vois, les aides à la conduite sont pas top. Enfin, il y a plein de petites choses qui marchent pas encore très bien, mais par rapport à ce qu'on fait, tu vois, en Europe, avec des 308, des 3008 et tout, tu te dis, en 2-3 ans, ils ont fait des voitures qui font rêver les gens, ce qu'on n'est pas encore capable de faire, nous, en Occident. Donc, c'est une vraie prouesse. Et la prouesse, c'est aussi ça, c'est que ça vient quand même d'un constructeur de smartphones, enfin, tu vois, d'électronique grand public. Donc, typiquement, Apple, avec un petit partenaire industriel, ils auraient pu faire leur SU7. Ah, mais bien sûr. Ah mais bien sûr. Le design, je trouvais assez réussi. Alors ça, c'est la SU7 qu'on a déjà vue. Alors d'ailleurs, quelqu'un a vu une SU7 Ultra sur le circuit de Maranello chez Ferrari. Apparemment, ils en ont importé une, probablement pour la désocer et pour comprendre 2-3 trucs à l'intérieur. Mais plus près de nous, Xiaomi vient de dévoiler la U7, la YU7, magnifique aussi, vraiment terriblement réussi. Moi, je trouve que le design est chouette. Enfin, je trouve que ça a un peu plus de personnalité qu'une Tesla. Ça reste assez épuré. Il y a évidemment des inspirations qui viennent de partout. C'est intéressant. Hein. T'as l'impression que, t'as rentré dans une IA, t'as mis quelques photos de Porsche, des photos de Tesla, des trucs comme ça. Fais-moi un truc un peu comme ça, voilà. Et ça te sort quelque chose qui est finalement assez agréable à l'œil. Les journalistes qui ont été invités là-bas pour l'essayer en sont sortis apparemment assez émerveillé. Ce sera en plus à des tarifs assez agressifs. Là, cette concurrence, c'est intéressant parce que on se pose toujours la question de savoir, ma prochaine voiture, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un peu tôt parce que la mienne a 7 mois, elle va très bien, j'en suis absolument ravi, j'ai aucune envie d'en changer. Mais oui, tu regardes les nouveautés en disant tiens, peut-être un jour. Donc de fait, la modèle Y rallongée dont on se parlait tout à l'heure, pourquoi pas. Et puis là, tu te mets à regarder du côté des Chinois, de BYD, voilà, et puis de Xiaomi, parce que, je sais pas, Xiaomi, évidemment, vient aussi auréoler de tout ce qu'ils font en termes de logiciels et d'interface et tout ça. Il y a du vrai beau design, et c'est intéressant parce que c'est pas tant, c'est amusant parce que tu vois à quel point on s'éloigne de ce qu'est la base de la voiture, c'est-à-dire la propulsion. Personne te parle de la puissance du moteur, ça c'est absolument terminé. Enfin, on part du principe que ce sera, comme une Rolls, ce sera suffisamment puissant, quoi. Il y a pas, ça roule. Mais la qualité du logiciel et surtout la capacité des voitures à se mettre à jour, c'est devenu un truc absolument crucial, quoi. Et puis les Chinois ont quand même une capacité. Je vois chez Xpeng, par exemple, qui est un petit constructeur quand même, ils arrivent à te sortir presque un nouveau modèle, enfin en tout cas un rafraîchissement quasiment tous les 6 mois. Et tous les 6 mois, la voiture, elle change radicalement, les sièges, les écrans, etc. Alors que tu prends un 3008 ou un 5008, ça fait des années, tu vois, qu'on se paye ces systèmes un peu pourris, t'as pas de planificateur d'itinéraire, tu peux pas regarder Netflix, tu peux rien faire. Et les Chinois, ils arrivent, ils te disent, tiens, cette année, on va mettre 2 écrans. Puis cette année, on va mettre 4 écrans. On peut mettre un frigo. Mettons un frigo. Et en fait, tu te retrouves avec effectivement une petite Rolls. Alors, c'est pas toujours pas cher, en tout cas chez nous, parce que tu vois, BYD, tout ça, ils sont pas spécialement pas chers, ils sont dans les prix, mais par contre, pour le prix, t'en as pour ton argent. Et en fait, les gens, quand ils regardent leur portefeuille, ils se disent, tiens, pour 50 000 balles, je vais avoir un truc avec un intérieur de Rolls, ou je vais avoir un Q6 d'occasion avec le modèle de base, voilà, et même pas d'écran à l'arrière. Et puis là, j'ai mon frigo, j'ai tout. Enfin, tu vois, on arrive quand même à revoir nos standards aussi avec ces voitures chinoises, et on est prêt à faire même un peu de compromis, parce que par exemple, sur la conduite, il y a très peu de voitures chinoises qui m'ont vraiment procuré du plaisir à la conduite, sauf peut-être un peu les MG, tu vois, mais BYD, tout ça, c'est un peu mou. Et je trouve qu'ils savent pas encore faire des châssis, ils savent pas encore faire la voiture un peu à l'européenne, mais en fait, tu t'aperçois que c'est pas si grave. C'est-à-dire que les gens, maintenant, qui achètent des voitures, ils achètent de la techno,
Ils achètent des Ouais. vitesses de charge, ils Beaucoup. achètent en fait tout ce que savent faire les Chinois pour l'instant. Et t'inquiète pas que les châssis vont y arriver aussi. Donc Oui. d'ici quelques années, le jeu sera plié. Mais effectivement, ils rebattent un peu les cartes et je pense que les gens qui ont acheté des MG, des BYD ou tu vois du DJI maintenant, tous ces produits entre guillemets qu'on appelait des chinoiseries avant, hein, avec C'est fini, tout ça. le côté péjoratif. Maintenant, c'est mieux que nous. Donc acheter chinois, c'est mieux qu'acheter européen, tu vois, en termes de techno. Quand même, hein. Ouais, non, c'est là où il y a quand même on passe un cap dont on reviendra jamais, ou en tout cas pas de sitôt, parce que tout ça se construit aussi sur des politiques vachement délibérées de l'État chinois. Encore une fois, allez lire Apple in China. Le bouquin est énorme, mais ça se lit tout seul. Surtout si l'histoire d'Apple vous intéresse un peu, mais plus largement sur le fait, sur la vraie nouvelle révolution industrielle chinoise. Le bouquin est remarquable, mais oui, ça va être difficile d'en revenir parce que tout ça se construit au travers aussi de tout un écosystème sur l'éducation, sur l'investissement, sur... Non, ça va être... Quand on te parle de réindustrialiser la France, tu regardes ce qu'on fait, c'est compliqué parce qu'évidemment, quand tu es dans une dictature, c'est vachement plus... Il y a des trucs qui sont vachement plus faciles. Hein. Tout à coup, il y a pas... Si la décision est prise, ce qui est étonnant, il y a plus une tête qui dépasse, quoi. C'est quand même de voir que eux ont pris cette décision de la voiture électrique il y a 10 ans parce qu'ils se sont dit sur le thermique, tout ça, on va pas y arriver. Et que nous, on est encore à se poser la question, est-ce que finalement l'électrique, machin, c'est bien, on met les aides, pas les aides. Voilà. Et tu te dis, mais vous avez toujours pas compris, en fait. Il faut y aller à 200%, sinon on sera plus là même dans 10 ans, tu vois. Moi, j'ai peur pour Stellantis. Je me demande s'ils seront là dans 10 ans, vraiment. C'est vraiment compliqué. Et on voit les efforts que fait Renault, par exemple, et qui sont louables. Je suis content de voir que la R5 se vend même bien. J'en vois partout. Hein. Je dois dire que c'est assez étonnant. Et ils ont fait un chouette produit, ils ont fait un bel effort. Bon, on se parlera de la qualité des garnitures intérieures, mais bon, c'est du détail, c'est pas c'est un peu de la fiabilité. Mais Renault, il leur manque le soutien de l'Europe, quoi. Il leur manque la mise à l'échelle de tout ça. En fait, il faudrait aujourd'hui qu'ils aient vraiment une vraie politique pour que la R5, elle te coûte 5000 balles de moins que les Chinois, qu'on ait un peu de dumping européen, que les entreprises aient des préférences, tu vois, d'achat des voitures européennes, ce qu'on fait même pas en France. Tu vois, en Belgique, tu peux acheter une voiture de société. En France, on te décourage à acheter des voitures de société. On dit non, mais fais plutôt des kilomètres, fais autre chose, mais achète pas de voiture de société. Donc t'as aucun intérêt à acheter une voiture française en plus. Et c'est vrai que tu sens vraiment, c'est comme la voiture électrique de façon générale. Je trouve que on manque vraiment de volonté politique pour se réindustrialiser clairement. Oui, on se parlait de la magie du logiciel, hein, comme ils disent chez Microsoft. C'est intéressant. Si vous avez une Tesla récente, j'ai découvert un truc. Il y a des mises à jour tout le temps. Hein, c'est vraiment comme un iPhone. Parfois, on regarde ce qu'il y a dans les mises à jour. Il y a des trucs rigolos parfois. Puis parfois, on fait des mises à jour et on regarde pas. Et là, j'ai découvert une fonction qui date en fait il y a quelques mises à jour et qui est une vraie bonne idée. Enfin, un truc qui répond à un vrai problème du quotidien. Typiquement, tu es en train de charger ta voiture, il faut que tu arrêtes la charge et que tu déverrouilles le port de charge pour pouvoir retirer le câble. D'ordinaire, il faut que tu rentres à la place du conducteur pour aller faire ça sur l'écran, clic, ou alors que tu fasses ça avec ton application, ou alors que tu fasses ça en ouvrant le coffre et il y a une espèce de petit cordon que tu tires. C'est assez violent là, pour le coup c'est physique, pour déverrouiller le port de charge. J'ai découvert un truc, il y a une mise à jour où ce qu'ils ont fait, c'est que sur la portière arrière côté conducteur, si tu tires la poignée de la portière arrière pendant 3 secondes, ça déverrouille le port de charge. Parce que c'est la poignée que tu as à portée de main quand t'es planté devant ton port de charge et que ton téléphone et machin sont à l'intérieur de la voiture, il pleut, t'as pas de solution. Tu sais que c'est incroyable ces trucs-là parce que Tesla, ils te font des mises à jour comme ça où c'est comme quand ils ont utilisé les caméras pour faire le mode sentinelle ou pour quand tu mets le clignotant. C'est que tous les autres constructeurs ont beaucoup de mal à faire ça. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise globale de leur infrastructure. C'est vrai. Et ça, c'est un vrai problème. C'est Valeo qui leur fait, par exemple, le système de verrouillage centralisé. Et du coup, c'est Valeo qui contrôle tout le système. Donc eux n'ont pas accès. Il n'y a pas d'API de Valeo pour aller tirer ta poignée et faire un autre truc avec un autre système d'un autre prestataire. Et Tesla est hyper doué là-dessus. Pendant le Covid, ils manquaient de puces. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient acheter les puces qui étaient dispo et puis ils redéveloppaient le firmware rapidement. Un truc que tu pouvais pas faire chez Mercedes. Chez Mercedes, ils ont livré des voitures sans caméra de recul à plus de 100 000 balles. Ils n'arrivaient pas à te les remettre en plus derrière. Enfin, on en est là quand même. Et ça montre quand même à quel point ces constructeurs de voitures sont devenus finalement des constructeurs de smartphones. Enfin, ils utilisent les mêmes logiques.
Et ce qui fait, ces voitures sont hallucinantes. Le jour où tu vois ça chez Audi ou chez Mercedes, c'est vraiment on verra ça peut-être dans 10 ans, la capacité à faire ça avec une mise à jour logicielle. J'exagère un peu parce que BM et tout prépare des trucs super. T'exagères qu'à moitié parce que le truc qui vraiment m'a fait lâcher ma dernière Volkswagen, c'était pas juste le fait que ça y est, il y avait des Tesla abordables. C'est le fait que ma dernière voiture Volkswagen que j'avais achetée neuve, qui était un 7 places Tiguan, machin, très bien. Et j'étais content quand je l'avais acheté parce que je voyais, regarde, tu vois, dans le menu, il y a un truc mise à jour logiciel. Hein. Et puis, je peux la connecter au Wi-Fi, donc il va y avoir des mises à jour. J'ai gardé cette voiture, je crois, 2 ans et demi, près de 3 ans, et j'ai eu 0 mise à jour. 0. T'achètes une 208 aujourd'hui, c'est encore avec la clé USB, hein, parce que c'est l'ancienne plateforme et tout. Et t'hallucines quand même. Hein. 2025. Enfin, au moins, il y a des mises à jour. Non, mais ça met en lumière ce que tu disais là, c'est que ils sont pas outillés pour. C'est-à-dire que il y a un vrai côté. Tu sais, c'est un peu les constructeurs de PC assemblés des années 90. Tu vois, c'est tu prends le disque dur chez machin, la mémoire chez truc, la carte graphique là. Bon, toi, tu les assembles, ça marche sur ta plateforme. Mais alors, par contre, après, ce qui va se passer dans chacun des composants, c'est pas que c'est pas ton problème, mais t'as pas la main, quoi. Ouais. Et les Chinois sont assez pragmatiques là-dessus, parce qu'eux, ils prennent des technos même à nous. Hein. Souvent, c'est des Android automotifs, sans les services de Google, parce qu'ils mettent les trucs chinois derrière. Et ils maîtrisent toute la chaîne, parce qu'eux, ils ont tous les composants, comme tu le disais, ils ont tous les petits copains qui font tous les trucs. Et en fait, ils assemblent leur bagnole, ils font leur logiciel. Ils ont tous une expérience dans le software. Pareil, ils ont pris des Linux un peu retravaillés chez nous. Ils en ont fait des systèmes là maintenant. Ils ont quasiment tous leur propre OS qui sont des clones d'Android, mais ils sont beaucoup moins dépendants maintenant de l'Occident. Et du coup, ils ont une vraie indépendance totale. En plus, le gouvernement les a forcés à être indépendants sur tous les services, tu vois, les YouTube, tous ces machins, ils ont pas chez eux. Donc, l'offre est complètement chinoise et ils ont bouclé la boucle, en fait. Ce qu'on est totalement incapable de faire en Europe. Ouais, c'est compliqué. Je voyais, on attend depuis longtemps, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qu'on attend de voir en vrai le nouveau Roadster de Tesla, promis à plus de 1000 chevaux, avec une autonomie de 1000 km, enfin tout ça. On l'attend encore, même s'ils en parlent toujours. Hein, c'est pas abandonné. À chaque fois qu'ils en parlent, ils disent il sera vraiment super. Vous allez voir, il sera encore mieux que la dernière fois où on vous en a parlé. Bah ouais, mais en fait, c'est frustrant parce que tu te dis que eux auraient pas le problème de le vendre, ce produit, mais aujourd'hui, ils doivent faire des choix. Et comme ils ont fait un peu le mauvais choix du Cybertruck, qui se vend pas aussi bien qu'espéré, Musk pensait que le pick-up aux US était un gros marché. Finalement, je sais pas si tu l'as testé aux US, mais c'est quand même un engin qui est compliqué, même pour les Américains, qui coûte très cher et tout. Ils ont perdu beaucoup de temps à faire cette machine, au lieu de faire ils ont promis qu'il y aurait un modèle pas cher. Oui. Et il arrivera peut-être un jour, mais tout le monde s'est accroché à je vais pouvoir acheter ça pour 35 000 $, ce qui est le prix d'un pick-up. Et évidemment, quand il est sorti à 70, 80 avec un modèle machin à 100 000, là tout à coup on parlait plus de la même chose, c'était quand même plus le même marché, donc il faudra attendre que ça sorte et ils vont être un peu coursés par comment s'appelle cette marque qui va faire un pick-up modulaire avec des trucs en plastique mais pour 25 000 $, soutenu par c'était GM, je crois, qui est derrière, non, quelque chose comme ça. Non, je sais plus. Non, c'est je me souviens plus du nom, mais soutenu par Jeff Bezos d'Amazon, probablement juste pour emmerder Elon Musk. Mais il y a des marchés pour ça. En fait, ce qui est étonnant, c'est que Tesla pourrait couvrir plein de marchés. Ils ont le savoir-faire, mais ils ont un vrai problème industriel. Un modèle, ça leur coûte cher. C'est un peu comme si tu sors un nouveau modèle d'iPhone, tu vois. Si c'est un peu le même que l'autre, ça va. Mais si tu commences à faire un nouveau produit, ça devient un petit peu compliqué, quoi. Et c'est dommage parce que c'est une marque qui a un vrai potentiel et ils se font bouffer un peu des parts de marché quand ils font des mauvais choix, en tout cas. C'est un peu comme ça quand on te dit d'Apple, non, mais ils peuvent pas faire ça et ça en même temps. Ils savent pas faire plusieurs choses en même temps. Ce qui est fou, hein, parce que tu parles de boîtes qui ont des moyens illimités, qui sont assis sur des plateaux. Ils pourraient te faire un iPhone pliant. Non, mais ils pourraient faire des frigos et de la clim demain s'ils voulaient, c'est pas un souci. Ils pourraient devenir un truc à la Samsung, à la LG et faire tout. Mais non, c'est pas leur truc. Après, c'est vrai que sur les Tesla, ils ont pas un nombre ils ont des immenses usines et puis ils ont produit des millions et des millions et des millions de voitures. Mais c'est compliqué. Ils sont un peu forcés de faire des choix. La raison pour laquelle je parlais du Roadster, c'est que les Chinois, encore une fois, eux n'ont pas ce souci. BYD nous annonce que ça y est, ils vont sortir même pas leur supercar, ils vont sortir leur hypercar qui afficherait une puissance de 3000 chevaux.
Même le président de Rimac doute un peu de ce produit. Mais 3000 chevaux, ouais. Est-ce que c'est, tu sais, comme quand t'achètes des enceintes chinoises, là, pour le coup, de marque inconnue, on dit ça, c'est 800 watts. Oui, enfin, c'est 800 watts en partant de 60. C'est ça, faut encore les amener au sol et tout. Mais ils ont pas trop fait encore leurs preuves quand même sur les super sportives, hein, les Chinois. Ils savent faire des moteurs qui tapent fort, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais on l'a vu, tu vois, sur les ADAS, ils sont pas très bons, sur la sécurité non plus, sur les châssis non plus. Donc ça, oui. c'est. Mais bon, je pense que tu vois, quand t'es un milliard d'individus, tu apprends vite. Donc une fois que t'as désossé quelques Porsche, tu comprends comment ça fonctionne. Donc ils seraient tout à fait capables de faire ça. Et c'est vrai qu'en plus l'électrique aujourd'hui manque encore un peu de ces modèles qui font rêver. Tu vas à Monaco, des modèles électriques haut de gamme, tu vois, dont t'es fier quand tu sors du casino, il n'y en a pas encore beaucoup. Et peut-être qu'on n'a pas encore réussi à trouver les voitures qui font fantasmer les gens sur l'électrique. Alors justement, j'ai vu sur Mac Forever que tu as testé le nouveau G-Wagon électrique, la Mercedes G, le gros 4x4, mais en version électrique. Écoute, c'était assez incroyable parce que, bon, effectivement, c'est une voiture que beaucoup de gens ont testée et je pense que tu as vu toutes les petites images sur les réseaux sociaux où il tourne sur lui-même parce que tu as 4 moteurs indépendants, donc tu peux les faire tourner dans le sens inverse, tu vois, il n'y a pas de problème de différentiel, de pont et tout. Donc, c'est une voiture qui est assez inédite finalement sur le marché. Il y a très peu de 4x4 électriques aussi. Et en fait, moi, j'ai testé cette voiture, mais je voulais la tester en off-road. C'est-à-dire, je me suis dit, bah après tout, c'est sûr que c'est le 4x4 des beaux quartiers, hein, le Classe G. La plupart des gens, je pense qu'il verra jamais le désert, à part peut-être à Dubaï. Mais sinon, c'est quand même une voiture qui est assez consensuelle. Mais pourtant, elle est quand même taillée encore comme un 4x4. Et du coup, on est allé là dans le Luberon et on a fait, on est allé voir un vrai pro du 4x4 sur un terrain privé. Tu vois, on a fait ça bien légalement. Et en fait, les personnes qui étaient là-bas n'avaient touché que du thermique. Et c'était très intéressant de voir leur réaction. Quand on a fait du 4x4 électrique, déjà parce que la voiture est hyper efficace, mais c'est juste incroyable. Il y a des moments où il m'a dit non, mais là tu vas jamais passer, et puis hop, je mettais un petit peu de gaz et c'était bon. Enfin pas de gaz du coup, mais d'électrons. Et surtout, en plus on l'a pas abîmé. Il a une bonne garde au sol, il a énormément de puissance et il fait pas de bruit. Il y avait des gens sur place, ils étaient assez étonnés de le voir comme ça évoluer en silence, alors que tu avais le vieux Classe G derrière des années 70, le tracteur, tu sais, qui arrivait pas à passer son rapport et tout. Et en fait, tu dis bon, là, il est très très cher encore le Classe G et tout, mais tu dis l'avenir du 4x4 qu'on aimait pas trop, tu sais, dans les montagnes et tout, parce que ça pue, c'est des gros diesel, ça fait du bruit, ça embête tout le monde. Bah, le jour où il devient un peu silencieux, les quads deviennent silencieux, les motocross deviennent silencieux. En fait, ce marché-là qui est aujourd'hui clairement mal vu, hein. Là, il y a le salon du 4x4 d'ailleurs en ce moment à Valoir. Tu vois, c'est les habitants râlent et tout, mais c'est peut-être aussi un moyen un petit peu de regagner ces lettres de noblesse pour tout un tas on parlait, tu vois, des hypercars, mais peut-être que voilà, le off-road pourrait revenir un petit peu par la petite porte avec des véhicules un peu plus propres. En tout cas, allez voir la vidéo parce qu'elle est très fun, on s'est bien marré. Et d'ailleurs, elle a bien marché, parce que tu vois, j'étais surpris, je m'attendais à un accueil mitigé, finalement, ça intéresse quand même les gens de voir les possibilités de l'électrique dans le 4x4. Et puis voilà, enfin une voiture avec laquelle tu n'auras pas honte d'arriver, tu vois, en bas des marches du casino de Monaco, quoi. Il y a la Rolls-Royce électrique aussi, hein, tu sais. Oui, il y a la Rolls électrique. Et c'est intéressant parce que là aussi, c'est ce même expert du marketing anglais, Rory Sutherland, voilà, ça y est, son nom m'est revenu, qui expliquait que la voiture qui a les acheteurs en moyenne les plus jeunes, enfin la marque qui a les clients les plus jeunes, c'est Rolls-Royce. Et tu te grattes la tête en disant mais comment ça, c'est quoi? Et en fait si, moi j'aurais pensé que ce serait, je sais pas, parce que il faut se dire que l'acheteur moyen d'une voiture, on parle que de neuf, hein, d'une voiture neuve chez nous, il a 55 ans en gros. En fait voilà, donc évidemment ces différences d'âge, elles peuvent s'exprimer que sur des marques qui vendent pas des très grandes séries parce que sinon tu reviens dans la moyenne. Donc il reste quoi? Bah il reste les voitures de sport, mais là aussi c'est souvent un truc un peu de vieux quand même dans l'ensemble. Je me mets dedans. Hein. Et sinon voilà, Rolls, j'ai pas l'âge moyen, mais l'âge moyen était bien en dessous de l'âge moyen, même d'un BMW, d'un Audi, d'un Mercedes, etc., etc. Bon, c'est particulier, hein, c'est quand même, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent frais, qu'ils ont besoin de dépenser rapidement. Parmi les voitures qui font envie ou qui feront envie, je voyais l'annonce de Bentley, on n'est pas loin de chez Rolls, qui annonce son passage à la voiture
voiture électrique, alors avec un modèle qui a l'air absolument sublime, c'est une Bentley quoi, qui s'appelle, elle a pas de nom, elle s'appelle la EXP15, c'est encore un concept car, elle a juste été montrée dans un salon en Californie. Comment vous dire, là ils ont pas changé d'éthos, on dirait une Bentley mais plus profilée, jolie, passée à l'ère de l'électrique, avec des grandes barres de feu stop à l'arrière. Enfin, bon, c'est très joli, c'est immense. Ce sera sûrement à la fois d'une sportivité et d'un confort formidable. Évidemment, on est encore très loin de discuter du prix de la machine, mais ça veut dire que tout le monde s'y met. Voilà encore une autre voiture avec laquelle tu pourras arriver à Monte-Carlo. Mais tu sais que Monsieur Didier est là. Je sais pas si t'es allé à Dubaï. Moi, je suis allé une fois, c'était il y a 2 ans. Et j'étais très surpris. Bah, écoute, ça vaut le coup d'y aller parce que là-bas, l'essence est gratuite. Enfin, j'exagère un peu. Et l'électricité aussi, hein, donc les deux sont pas chers. Mais j'ai été étonné du nombre de voitures électriques. Et aussi bien du haut de gamme de la Taycan que de la Tesla. C'est-à-dire qu'ils ont aucune obligation d'avoir ça. Mais tu as quand même des gens qui ont beaucoup d'argent qui s'achètent des voitures électriques. Et en fait, je pense que malgré tout, on y arrive aussi dans ces segments-là. D'ailleurs, quand tu vois l'énergie que met Rolls à essayer de rendre ses voitures silencieuses pour pas qu'on entende le moteur, tu dis finalement l'électrique c'est l'aboutissement complet de tout ça. Sur c'est une le Bentley, cheat code presque, je sais pas, tu vois, on a encore envie du bruit un petit peu, mais si le design est canon, si les finitions sont bien, finalement, je l'ai vu avec le Classe G, c'est que finalement, comme ça ressemble à un Classe G, les gens sont pas si choqués que ça. Maintenant, tu as des voitures hybrides, tu vois, haut de gamme, donc dans les centres-villes, t'entends plus le bruit. Et petit à petit, je pense qu'on va y arriver. Des Porsche Taycan, t'en vois quand même pas mal aussi. Les Audi e-tron GT un peu, tu vois. Donc, moi, je pense qu'on va y arriver, mais c'est sûr que c'est plus compliqué pour GMK, pour tous ces gens-là, de dire à leur public, regarde, je m'achète une voiture de golf, hein, une voiture rapide, comme ils disent, mais ils retournent gentiment leur veste les uns après les autres. Donc, en quelques années, je pense que ce sera bon. Au fur et à mesure où ils l'ont essayé, ou alors le jour où ils se sont amusés à faire un départ arrêté à côté d'une Tesla à 35 000 euros et que la Tesla les a fumés dans leur voiture à 200 000. Forcément, ça fait réfléchir un peu. Non, je pense que là aussi le mouvement est enclenché. Et puis aussi alors on parle là d'une population qui a pas les mêmes soucis de budget que toi et moi, mais quand on voit ce que ça coûte, quand on voit les surtaxes sur des voitures thermique vraiment sportive aujourd'hui, quand tu es à plus de 50 000 euros de comment ça s'appelle ? Ah, ça a un nom, le surcoût que tu payes quand tu achètes une Porsche. Enfin bref, il y a quand même un impact sur le prix. Quand tout à coup les performances que tu mets en face sont pas comparables à des voitures qui coûtent 3 fois moins cher, ça devient difficile. Mais je conçois que ce soit un truc difficile à passer. Après les plus difficiles, ce sera les motards. Oui, eux c'est tout c'est encore compliqué parce qu'il y a encore des problèmes techniques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le passage à l'électrique, je pense quand même arrive dans tous les segments, il sera un peu inexorable une fois qu'on a compris les enjeux derrière, et ce sera plus qu'une histoire simplement une histoire de bruit, quoi. Et je dirais même des fois là j'ai testé des voitures très chères. Par exemple, l'Audi e-tron GT, là, en version performance, 10 chevaux et tout. Donc, une belle voiture électrique. Tu dis, ouais, c'est cool. À l'intérieur, t'as un écran de 10 pouces. T'as un vieux système Audi d'il y a 6 ans. T'as pas de clé sur smartphone. T'as pas Netflix. Et tu te dis, c'est sûr que quand t'es riche, tu veux une voiture qui va vite, tu veux une belle gueule aussi, mais tu veux quand même aussi tous les trucs qu'il y a dans des R5 à 30 000 balles. Et effectivement, j'espère que Bentley, comme je crois que c'est Volkswagen derrière... Et malheureusement, le système Volkswagen aujourd'hui, c'est pas encore ça. Donc, quand tu auras une voiture super haut de gamme, là, il y a, je sais pas si tu as vu CarPlay Ultra, qui est disponible uniquement chez Aston Martin, une bonne voiture thermique. Hein, bravo Apple. Et ben, c'est pas foufou ce qu'ils ont sorti. Et tu te dis quand même, t'achètes une Bentley qui est quand même la quintessence. Tu vois que t'as un peu d'argent, tu veux une Aston Martin, pardon. Et tu t'achètes une belle voiture comme ça, mais t'as un système un peu bancal dedans. Déjà que celui de base, il est pas foufou, mais Apple te fait un truc un petit peu moyen. Bon, c'est pas avec ça que tu vas impressionner tes copains qui, des fois, regardent Netflix dans leur dans leur BYD à 3000 chevaux, là. Autre chose que j'ai lu chez toi, sur Mac Forever, c'est un papier passionnant sur les lidars.
Les lidars, c'est laser, c'est radar au laser. Alors des vrais radars au laser, parce qu'en fait il y a plusieurs types de lidars. Par exemple, quand on vous dit qu'il y a un lidar dans un iPhone, c'est pas le même. Il y a pas un laser qui sort. Mais là, ceux au laser qui sont embarqués le plus souvent maintenant dans des voitures autonomes, parce que ça vous permet de détecter des objets même quand ils sont pas illuminés, de calculer des distances très précisément, etc., etc. Le seul problème, et ça tu l'as vu, c'est que y a des choses qui craignent les lasers, comme par exemple les capteurs d'appareils photo. Alors, pas tous. En fait, c'est assez bizarre cette histoire parce que l'histoire est née que j'ai des collègues journalistes qui étaient invités à un essai avec Volvo, donc qui est sur le X90, qui est un lidar de Luminar. Donc Luminar, c'est une boîte assez connue qui fait des lidars qu'on devrait retrouver dans pas mal de voitures. Il fournit des constructeurs. Et en fait, en filmant la voiture, ceux qui avaient des iPhones ont cramé leur capteur d'iPhone juste en filmant le lidar. Même à l'arrêt, même sur route, même assez loin de la voiture, à quelques mètres. Et j'avoue que quand j'ai entendu ça, je leur ai posé tout de suite la question, mais est-ce que Volvo vous a remboursé ou est-ce que Apple vous a remboursé? Eh ben, la plupart du temps, ils se sont pas fait rembourser. C'est-à-dire que Volvo a dit, nous, on est aux normes, on voit pas le problème. Et en Apple Store, ils ont dit, nous, les lasers qui arrivent sur les lentilles d'appareils photo, ça les grille, mais c'est pas nouveau, tu vois, dans les boîtes de nuit, dans tout un tas de trucs comme ça. Et en fait, l'histoire est amusante, c'est que ce que j'ai fait, c'est que je suis donc on a demandé un véhicule à Volvo, on a fait le test avec le téléphone et on allait voir Apple. Donc en Apple Store, l'appareil était sous garantie, c'était un iPhone 16 Pro, ils nous l'ont pris en garantie. J'aurais expliqué le problème, j'ai absolument rien caché. Et d'ailleurs, on a tourné ça en caméra cachée, c'était assez amusant. Et Apple, effectivement, a pris ça en garantie. Cela dit, ce qui est quand même assez inquiétant, c'est de se dire que bon, le gars était cool en Apple Store, voilà. Mais si demain, t'as plein de voitures avec des lidars dans la rue, est-ce que ça va pas griller d'autres caméras, de voitures, de téléphones, même les radars, tu pourrais dire, ou les caméras de sécurité de la ville, tu vois. Et on n'a pas eu tellement de réponses là-dessus. Et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est que tout le monde se renvoie un peu la patate chaude, tu vois, parce que tant que c'est pas dangereux pour les yeux, pour les humains, à la limite, si ça grille des appareils électroniques, ça a pas l'air si grave comme ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui. Si tu commences à avoir des lasers qui balayent tout l'environnement en permanence, on nous dit que ça fait rien pour la rétine, mais si tu en as, je sais pas, 4-5 sur ta rétine en même temps, enfin, tu vois, je pense qu'il y a quand même plein de questions qui se posent, et je me demande si on n'a pas mis ça sur les routes un petit peu tôt, sans prendre en compte tous ces aspects-là, aussi bien sur les autres appareils que sur l'humain. On nous dit a priori que c'est bon, mais toi, est-ce que t'as confiance quand on te dit c'est pour ta rétine? Ouais, y a pas de souci. Puis dans 10 ans, ah ouais, mais peut-être que en fait. Alors, je sais pas, mais parce qu'en plus, on s'aperçoit, il y a beaucoup de variables. C'est-à-dire que c'est pas tous les lasers, c'est pas tous les capteurs. Oui. On avait vu, moi je me souviens avoir vu évidemment des vidéos, surtout à l'époque où les gens tournaient beaucoup avec des appareils photo Canon, avec des gros Canon, c'était lequel est au sein? Non, pas ça me reviendra. Si, avec un 5D, voilà, 5D gros capteur. Ouais. Et tu vois, typiquement, le type va faire des vidéos dans une boîte de nuit, et là, le laser tape, et tu vois, t'as une grosse barre. Et alors, la première fois que ça t'arrive, tu dis non, attends, je vais redémarrer l'appareil et ça non, carrément le capteur il est fumé, on peut le jeter. Et mais on se disait bon, c'est des lasers de boîte de nuit, c'est etc., c'est des choses très visibles, très là c'est des choses que tu ne vois pas, c'est-à-dire que d'un coup tu rentres chez toi et puis tu dis pourquoi mon iPhone il prend plus de photos, pourquoi j'ai une grosse barre. T'as quand même des systèmes parce que c'est des histoires de longueur d'onde, tout ça. Donc t'as des systèmes de fils de longueur d'onde, d'ailleurs qui ont l'air d'être plus ou moins présents chez Apple et chez les autres, parce que ceux qui avaient des Samsung et tout ont pas eu le souci a priori. Tu vois, on n'a pas testé tous les téléphones, mais peut-être que si tu mets trop de filtres, l'image est moins bonne en photo et tout, donc Apple se dit écoute, vaut mieux pas filtrer telle lumière. Surtout que là apparemment ça a l'air d'être assez proche de la lumière visible, mais pas assez pour qu'elle soit visible. Enfin moi c'est ce qu'on m'a dit, mais il y a aussi une histoire de puissance sur les lasers. Là je crois que c'était 10 watts. Mais tu peux imaginer des lasers un peu plus puissants. Et la réglementation, tu sais pas en fait comment elle est faite. C'est-à-dire, est-ce que les constructeurs d'appareils photo, tout ça, sont au courant de ça et vont s'adapter? Est-ce qu'il y a des longueurs d'onde interdites? Et en fait, c'est très dur d'avoir ces réponses-là. Alors c'est marrant parce qu'on a fait la vidéo un peu en mode buzz. Voilà, on crame ton téléphone et tout. On essaye d'avoir des réponses, mais en vrai, c'est très dur. Même Volvo, du coup, suite à ça, a quand même mis
un petit message sur son site en disant peut endommager éventuellement des capteurs, mais quand même, je trouve, tu vois, t'as un mariage, t'amènes ta voiture et des gens qui font des photos de la mariée et tu grilles tous les appareils qui sont là, tu te dis c'est pas possible, les mecs ils vont te demander des comptes, quoi. Donc je pense qu'on sous-estime le problème si tant est qu'il y aura des lidars partout, que je suis pas forcément convaincu. Non, mais c'est que c'est un problème où il faudrait, comment dire, je pense qu'ils attendent d'avoir une solution pour en parler. Et je pense qu'ils sont en train de s'apercevoir parce qu'en plus c'est des choses que tu ne vois pas et que tu peux pas, enfin il y a pas de mesure de prophylaxie, tu vois, on va pas te dire attention, si t'es possesseur d'iPhone, tu sors ton appareil photo dans la rue pour faire une photo, ton premier réflexe, c'est pas de dire attends, je vais regarder toutes les voitures qui sont là pour voir si pas. Et puis en plus, surtout que ça va être des choses qui vont être intégrées de manière absolument transparente et pas forcément visible. Donc voilà, ça demande un niveau d'expertise que le Pékin moyen n'a pas. Donc c'est quelque chose qui est très gênant, dont tu peux pas vraiment te protéger, qui a un impact réel sur des appareils et des smartphones qui sont chers. Donc c'est pas un et truc qui sont déjà vendus. C'est-à-dire que les iPhones, aujourd'hui, tous les iPhones qu'on a testés, 14, 15, 16, etc., ils avaient ce problème. Donc, tu te dis, si Apple le règle dans l'iPhone 20, tous les gens qui ont ces iPhones-là pendant encore quelques années, ils vont être victimes de ça. Donc, c'est des centaines de millions d'appareils. Potentiellement. Mais le gars chez Apple m'a dit, oui, en général, quand il y a ce problème chez Apple, ça remonte et après, effectivement, les smartphones qui sortent prennent ça en charge, très bien. Mais j'imagine pas le SAV qu'ils vont avoir si dans 5 ans, on a des lidars partout, parce que les voitures chinoises, elles commencent à avoir pas mal de lidars, les Xiaomi et tout, et bien intégrés. Et souvent, c'est du luminar. Donc, voilà, j'ai un petit peu peur quand même qu'on ait un petit scandale dormant là au niveau des lidars. Bon, j'espère pas, mais j'espère qu'Apple va faire surtout le nécessaire pour que déjà, tu vois, rapidement, on n'ait plus le problème, quoi. Surtout, il serait quand même bien sympa de te le changer, hein, parce qu'ils pourraient dire désolé, mais j'étais parti du principe qu'ils allaient pas me le changer, tu vois. J'étais parti du principe qu'on allait perdre cet argent. D'où la caméra cachée. Voilà, mais finalement, il a été quand même très cool et c'est vrai que voilà, on a été transparent, le mec était sympa, mais j'ai eu des collègues journalistes où le mec a pas été sympa et où il avait que ses yeux pour pleurer. Et quand c'est ton outil de travail, tu vois, un iPhone Pro, c'est une caméra, c'est pas une blague, quoi. Tu perds 2000 balles juste parce que t'as filmé une voiture, quand même. Ouais, ça pique un peu. Dernière chose qui m'a fait sourire, un nouveau mal, une nouvelle maladie, ça s'appelle la nausée Tesla. J'ai lu ça sur Inside EV, nos confrères américains, qui explique que ça part d'une vidéo qu'une jeune femme a mise sur YouTube et où elle raconte, je pense qu'il y a pas de la mise en scène, mais enfin, je pense qu'elle en fait un tout petit peu des caisses sur le fait qu'elle rentre dans un Uber qui était une Tesla et que tout à coup elle est malade, enfin elle se sent pas bien, elle a la nausée, etc. Et en fait, il y a eu est-ce que les voitures électriques donnent plus la nausée que les autres aux gens qui sont sujets au mal des transports? A priori, oui. Un petit peu plus, pour des raisons simples, hein, c'est que ça accélère plus fort, et puis il y a la décélération qui est liée au freinage, là on va la refaire, et puis il y a la décélération qui est liée au freinage régénératif, qui fait que tout à coup, voilà, t'accélères, t'arrêtes, quand ça freine, il y a cette espèce de moins de progressivité sur le freinage, voilà, qui, je pense, je peux bien le comprendre, si vraiment t'es sujet au mal des transports, ça doit être assez désagréable. Moi, je suis pas sujet, mais j'ai souvenir d'un taxi un jour qui m'a emmené à Orly, qui avait une hybride, hein, qui avait, je sais plus ce que c'était, et qui arrêtait pas de conduire en mettant juste des petites impulsions d'accélération, donc c'était et moi qui suis pas sujet, qui est pas mal au cœur en voiture, j'avoue que c'est au bout d'un moment c'est genre attendez, je vais ouvrir une fenêtre parce que ça devient assez pénible. Pourtant j'allais pas très loin. Bon, il y a des solutions à cela, hein. On peut désactiver un peu le freinage régénératif ou faire attention ou essayer juste de conduire un peu plus souple, mais c'est intéressant parce que en fait c'est juste, et l'étude le détaille, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission, c'est juste, c'est quoi le mal des transports? C'est ton cerveau qui comprend pas ce qui est en train de se passer, ou en tout cas tu te retrouves dans un environnement où il se passe des choses que ton cerveau a du mal à interpréter parce que lui pense que les choses devraient se passer autrement. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens ont été habitués à faire des millions et des millions de kilomètres dans des voitures thermiques qui réagissaient pas de la même manière, d'où en fait voilà des habitudes de déplacement vraiment très physiques que ton cerveau a du mal à interpréter. Peut-être que là aussi
C'est un peu comme les gens qui allaient au cinéma voir les premiers films des Frères Lumière, l'entrée du train en gare de la Ciotat, là, où ils voyaient le train arriver et ils disaient « Ah !» C'est peut-être un petit peu la même chose. Peut-être que finalement, c'est des choses qui vont s'estopper dans le temps. Ouais, ça t'arrive, toi, d'avoir des gens qui sont malades dans ta voiture? Ouais, moi j'en ai une là qui est malade assez souvent et moi j'ai pas vu de différence électrique thermique. D'ailleurs, tu prends le TGV, il est électrique, je sais pas si une diesel aura vraiment un changement. Mais par contre, je pense que tu as dit un mot magique, c'est taxi. C'est-à-dire que les taxis, de manière générale, on va pas dire qu'ils ont la meilleure conduite la plus souple possible et qu'avec l'électrique, on leur donne quand même un canon, quoi. Hein. Donc ils ont encore plus moyen d'accélérer et de freiner comme des barbares. Donc c'est effectivement quand tu prends les Uber et tout, moi en taxi à Paris, il commence à y en avoir pas mal. C'est sûr que les mecs t'es pas bien quand ils conduisent là-dedans, d'autant que les Tesla sont quand même assez fermes. Donc ça plus les accélérations, c'est terrible. Par contre, je vais te dire un truc, c'est que je pense que quand t'as une Tesla, au début, tu t'amuses un petit peu à faire ces accélérations, etc. Mais moi, j'ai remarqué que maintenant, j'ai une conduite presque de papy. Bonjour à tous les papys qui nous écoutent. Mais je suis beaucoup plus cool. C'est-à-dire que la décélération, je la fais tranquillement en arrivant sur les ronds-points. Les accélérations, je donne plus du tout les gros coups. Et en fait, je m'aperçois même que on dit souvent, tu sais, que les voitures électriques consomment plus de pneus parce qu'il y a plus de puissance, etc. J'ai jamais aussi consommé peu de pneus qu'avec une voiture électrique. C'est étonnant, mais voilà. Et je pense que c'est lié à ça. C'est-à-dire que si tu as compris comment il fallait conduire, à mon avis, tu arrives à avoir une conduite beaucoup plus douce. Et j'invite les gens vraiment qui doutent de ça à louer une voiture électrique si vous avez jamais loué. Vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vous conduisez pas comme le premier jour où vous avez envie d'envoyer les watts tout le temps, quoi. Parce qu'au feu rouge, ça envoie, hein, faut le dire. C'est kiffant quand même. Hein. Donc clairement, en fait, c'est pas tant une question de voiture. En fait, le problème se situe entre le siège et le volant. Bah oui, les TGV font pas plus vomir que la grosse diesel, tu vois. Donc non, je pense que c'est quand même lié à ça. Et d'ailleurs, tu vois, en avion aussi. Voilà, on a tous un peu le mal des transports, quel que soit le transport, donc c'est une habitude à prendre, je pense, comme tu le dis. Est-ce que tu avais le mal des calèches, toi? Je ne sais pas. J'habite à côté de Versailles, je vais aller tester. Bien, c'est ainsi que se termine cet épisode des Doigts dans la prise. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci beaucoup Didier d'être venu dans cet épisode. C'était un plaisir. On avait plein de choses à se dire. Bah oui, tu vois, et on devient presque régulier avec cette émission. Donc j'espère que. Bah, tu vois, c'est incroyable. Un jour, on va y arriver. J'en suis sûr. Donc les choses dont on s'est parlé. Mais bien évidemment, toutes les choses dont on vient de se parler, vous les retrouvez, le test de la nouvelle classe G et l'enquête de Didier sur les lidars sont à retrouver sur macforever.com. Didier est sur Twitter, @DidierPulicani. Voilà, et je sais pas si c'est ton réseau social préféré, tu vas nous dire que tu es sur Threads, sur Blue Truc et machin, non? Nous on est sur tous les réseaux, comme ça, pas de jaloux, si vous aimez ou pas Elon Musk, si vous aimez ou pas Zuckerberg. Mais de toute façon, on est dépendant de toutes ces grandes entreprises. Hein. On peut pas y échapper, malheureusement. Bien, si vous venez d'écouter la version audio de ce podcast, sachez aussi qu'il existe en vidéo. Eh ouais, 2 fois mieux pour le même prix. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Vous tapez les doigts dans la prise dans la zone de recherche ou vous allez directement sur ma chaîne YouTube à moi. Si vous voulez soutenir ce podcast, vous le savez, il y a plusieurs façons à la fois simples et gratuites de le faire. D'abord, évidemment, vous êtes abonné à ce podcast. Je n'ose imaginer que ce ne soit le cas, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Regardez, si par exemple, vous êtes sur Apple Podcast, c'est un peu plus de la moitié des écoutes chez nous. Vous allez directement cliquer sur suivre, ça y est, vous ne raterez pas le prochain épisode, ça marche de la même façon sur Spotify, sur Deezer et partout ailleurs. Maintenant que vous êtes déjà abonné, ça y est, vous allez pouvoir le partager avec plusieurs de vos amis, surtout, tiens, Maurice, je pense qu'il faudrait que tu écoutes ce podcast parce que, oui voilà, t'arrêterais d'appeler ça des voitures de golf ou des piles, tout ça, c'est des sornettes. Va écouter ça, je pense que tu vas apprendre des trucs. En plus, vous ferez un bon geste pour vos amis et votre entourage. Enfin, évidemment, c'est le plus important, allez maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez les doigts dans la prise, laissez-nous un commentaire, positif on l'espère, surtout cliquez bien sur 5 étoiles. Les algorithmes aidants, c'est quand même le meilleur moyen d'offrir encore plus de visibilité à ce podcast et de permettre à d'autres de le découvrir à leur tour. On s'est beaucoup parlé de Tesla dans cet épisode, vous achetez la voiture que vous voulez, il n'y a pas que Tesla dans la vie. Si pour autant l'idée vous venait d'en acheter une, vous pourrez trouver dans les liens de l'émission un lien de parrainage qui va vous permettre d'économiser 500 € sur l'achat de votre voiture neuve, ça c'est plutôt un bon deal.
plaisir. Encore plus d'ailleurs si vous achetez une voiture très chère. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. De mon côté, ça me donnera quelques crédits au superchargeur de Tesla. Donc c'est plutôt un bon deal à ce sujet. Je voulais chaleureusement remercier Patrick qui se reconnaîtra, qui a acheté une Tesla, qui a utilisé ce lien de parrainage, qui a économisé 500 € et qui m'a permis, moi, de faire quelques recharges gratuites sur la route des vacances. Voilà, c'en est terminé. Les doigts dans la prise est une production Streamsound enregistrée dans les sublimes studios de Heavyweight à Paris. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, bonne route. Salut.